Bonjour à tous, bienvenue dans ce live intitulé «Devenir professeur des écoles, pourquoi et comment?». Je me présente, je m'appelle Margot Valec, je suis directrice de formation chez Objectif CRPE et donc ça fait maintenant 5 ans que j'ai accompagné des milliers de candidats et de lauréats vers la réussite du concours qui vous amènera à devenir professeur des écoles. Alors, dans ce live, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ensemble, c'est quoi être professeur des écoles? Pourquoi est-ce que c'est intéressant que si vous avez envie de le devenir pour l'année prochaine, de s'y prendre dès maintenant? Et comment on fait là, pour s'y prendre? C'est quoi les étapes? Quelles sont les épreuves qu'on va devoir passer? Parce que peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais il y aura un concours, puisque c'est un recrutement de la fonction publique et je vais aussi répondre à toutes vos questions. Petite précision, il y a Mélina qui va être dans le chat qui pourra m'aider si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, c'est un moment pour vous, pour vraiment que vous posiez toutes vos questions sur votre projet. Et j'aimerais bien savoir, voilà, pour que je sache un peu qui j'ai en face de moi, est-ce que vous savez ce que c'est que le CRPE déjà? Une première petite question. Est-ce que, voilà, vous êtes dans l'idée, dans le projet lointain ou il y en a qui sont sûrs? Voilà, pour que je sache un peu, qui est là et que je puisse un peu adapter peut-être mon discours en fonction de votre niveau. Alors, salut Chloé, salut Cécilia qui nous fait, un coucou qui est dans notre formation. Merci et j'espère que tout se passe bien pour toi. Alors, on je vais avant faire une petite introduction justement sur c'est quoi être professeur des écoles. Professeur des écoles, c'est quoi ce terme un peu? C'est ce qu'on appelle les instits, on ne dit plus instit depuis 1990, hein, sachez-le. Mais en gros, ce sont les personnes qui vont enseigner de la maternelle au CM2 dans une école publique, on devient alors fonctionnaire, ou dans une école privée sous contrat d'association avec l'État. Ce n'est pas là pour être dans une école privée hors contrat. Là, il y a des modes qui ne sont pas du tout ce que je vais vous présenter ce soir. On n'est pas professeur des écoles, hein, c'est un autre terme. Pour être recruté, il faut être admis au CRPE, le concours de recrutement de professeurs des écoles. Et donc, quand on passe ce concours, on est nommé. Donc, au début, pendant 1 an, stagiaire, où on va être en formation et en poste en même temps. Au bout d'1 an, on va être titularisé si tout se passe bien. Et là, on va devenir professeur des écoles et donc être amené à enseigner indifféremment à tous les niveaux. C'est important de bien avoir ça en tête, hein. Vous pouvez, quand vous passez ce concours, enseigner en petite section comme en CM2. C'est selon une règle d'affectation et de ce qu'il y a de disponible dans vos secteurs. Donc ça, c'est être professeur des écoles. Alors, je vais un peu regarder qui y a, parce que là, je vois qu'il y a plein de monde qui est arrivé. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si le son est OK. Et donc, je vois qu'il y a un peu de tout. Il y en a qui sont là pour une reconversion professionnelle, d'autres pas sûrs. Super. Donc Mallory qui essaye de le passer en 2023. Ah oui, pour vous dire, tout mon support de présentation est disponible et en téléchargement. Mélina vient de vous mettre le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à le télécharger. Vous aurez toutes mes infos, c'est exactement le même. Voilà, il y a objectif reconversion pour 2023. Super, plein de reconversions. C'est ce que je connais le mieux puisque 90% des élèves d'Objectif CRPE sont des personnes en reconversion professionnelle. Donc je connais bien. Et sachez qu'au concours, important, c'est quand même, vous êtes à peu près 40% des lauréats à être en reconversion professionnelle. Ça, c'était il y a 2 ans et les reconversions pro ne cessent d'augmenter dans cette voie. On va voir pourquoi. C'est parce que notamment, il y a des voies spécifiques pour vous qui êtes en reconversion pro. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui se reconvertissent pour être professeurs des écoles. Et c'est une magnifique reconversion, très beau projet. Je précise pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Objectif CRPE, c'est une préparation au concours à distance. On a la particularité d'être né vraiment de la distance. Alors maintenant, depuis le Covid, c'est plus tant une particularité, mais vraiment, nous, c'est dans notre ADN. Donc, on a des studios à Paris. Là, je suis dans l'un d'entre eux. Et nos professeurs viennent faire cours, mais on a des élèves partout en France et même à l'étranger, dans les dom-toms et partout dans le monde qui peuvent suivre nos cours, qui sont tous accessibles en live et en replay. Tout comme cette présentation qui sera accessible sur notre page Facebook et notre page YouTube en replay dès la fin de ce live. J'ai fini pour la petite introduction, j'ai fini par vous expliquer ce que c'est être professeur des écoles en quelques mots, bien sûr. Être professeur des écoles, vous n'êtes pas le sans de savoir peut-être, mais c'est un métier de cœur et de passion, hein. C'est un métier où vraiment
c'est à une voix à choisir en connaissance de cause. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans ce métier et tout le monde diront, et beaucoup diront que c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi, c'est pas si simple tous les jours. Hein, il y a des difficultés rencontrées et donc renseignez-vous sur la réalité du métier auprès, par exemple, de professeurs des écoles que vous pourriez connaître. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, interrogez les professeurs de vos enfants. Si vous avez des amis d'amis, des proches, voilà, n'hésitez pas à aller les interroger sur ce qu'ils font. Nous, on a un certain type de live qu'on organise plusieurs fois dans l'année, à peu près 3-4 fois, qui s'appelle les conversations pédagogiques, où on interroge des professionnels qui vont nous parler un peu de leur angle de, de d'un point de vue de leur domaine. Par exemple, on a fait les arts plastiques à l'école, on a fait l'éducation positive, tout ce genre d'éléments qui va vous permettre de mieux rentrer et de mieux comprendre ce qu'est ce fameux métier. Pourquoi je vous dis ça que c'est important? Vous allez vous lancer dans une reconversion pro qui va vous demander des efforts, donc on ne s'y lance pas à la légère, et donc c'est important de bien savoir où on met les pieds et quelle est la réalité du métier. Aussi, je vous conseille de faire un stage d'observation si c'est possible pour bien comprendre ce que c'est le quotidien d'un professeur des écoles. Et donc, pour faire des stages d'observation, vous pouvez le faire dans des classes. Alors, le mieux, c'est d'avoir une convention. Donc, si vous êtes élève chez nous, vous avez le droit à 2 conventions de stage sur l'année pour faire des stages d'observation. Donc ça, c'est pareil. C'est un conseil que je vous donne, essayez au maximum de le faire. Si vous n'êtes pas inscrit dans un organisme, c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes chez Pôle emploi, vous pouvez avoir des conventions de stage, j'en reviendrai à la fin. Mais voilà, c'est bien de mieux sentir ce métier. Alors, pourquoi s'y prendre dès maintenant? Puisque là, donc pour information, pour devenir professeur d'école, c'est un concours. Le concours a lieu en avril. Pour avril 2022, les inscriptions sont closes depuis novembre. Donc là, si vous êtes là ce soir, c'est que vous le préparez pour 2023, avril 2023. Ça fait 1 an à peu près en avance, presque 13 mois. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'y prend aussitôt? Eh bien, vous allez le voir, le temps, vous êtes en reconversion pro pour la plupart d'entre vous, même si vous ne l'êtes pas. Je suis sûre que vous avez une vie à côté, une vie familiale, par exemple, pour ceux qui ont des enfants et qui ne sont pas forcément en emploi, ou autre, une vie étudiante. Et donc, faire ce choix du concours, c'est vraiment faire un choix où vous allez avoir un temps, et votre temps, vous allez voir, va s'amenuiser au fur et à mesure qu'on avance, puisque le CRPE, c'est un programme incompressible. Donc, le préparer dès maintenant, c'est gagner du temps par semaine. Si je m'y mets maintenant, le programme, c'est le même que si je m'y mets en septembre. Donc, si je m'y mets maintenant, je vais pouvoir peut-être me donner la liberté de pouvoir au moins, dans un certain temps, travailler 5 heures par semaine. Si je m'y mets en septembre, il n'y aura pas photo. Je vais devoir au minimum m'y mettre 12 à 15 heures. Et si j'y vais en octobre, c'est encore plus. Donc, ça, c'est une information qu'il faut avoir en tête. Plus vous vous y prenez tôt, plus vous allez pouvoir étaler vos révisions et donc avoir un rythme soutenable. Il est possible, oui, on en connaît tous des histoires de personnes qui ont commencé à réviser le CRPE en décembre pour avril, qui l'ont eu, ça existe. Mais honnêtement, je peux vous le dire parce que j'en ai déjà vu, ils ont fait que ça. C'est souvent des personnes qui n'ont pas d'emploi à côté ou qui se sont pris vraiment jour et nuit pour le faire. Donc ça, c'est une information importante. Deuxième axe qui va vous permettre qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir améliorer votre compréhension et votre mémorisation. Quand on prépare ce concours, vous allez voir, au début, ça va vraiment vous faire flipper, mais il ne faut pas. Il y a quand même une somme de connaissances à acquérir qui n'est pas négligeable. Et donc, pour acquérir ces connaissances et bien les connaître, bien les comprendre, pouvoir les restituer et les utiliser, plus on les répète, plus on les applique, plus on les intègre et plus on va s'entraîner, mieux ça sera pour vous, et notamment plus on va s'entraîner régulièrement. Et donc, par exemple, j'ai un exemple tout parlant, parce que là, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a ces 2 types de préparation. Donc nous, pour les personnes qui s'y prennent maintenant, ils sont dans une préparation dite anticipée, avec des entraînements supplémentaires et des contenus adaptés. Et c'est la préparation chez nous qui a le plus haut taux de réussite. On est à 81,9% de réussite l'année dernière au concours, parmi les élèves de cette préparation qui ont fait leur concours blanc. Et donc, pour vous dire, au niveau général d'objectif CRPE, c'est 69%. Donc on est largement au-dessus. Et pour moi, je suis convaincue, c'est parce qu'ils ont fait plus d'entraînement, ils en ont fait de façon plus régulière. Et donc, c'est très important donc, si vous êtes dans ce cas où, par exemple, ça fait longtemps que vous êtes un peu éloigné des études, vous avez besoin de vous remettre le pied à l'étrier, vous avez une vie à côté, vous travaillez, vous avez une vie avec plusieurs enfants, et donc vous allez voir à quel point ce temps va vous être précieux et va vous permettre d'avoir une
préparation beaucoup plus soutenable. Parce que c'est à la fois, la préparation, ce n'est pas seulement des techniques, c'est pas seulement une façon d'apprendre, c'est un mental. Et voilà, se garder l'attitude d'avoir un nombre d'heures correct par semaine et de ne pas se faire des nuits blanches, ça c'est un bonheur qui va vous aider tout au long de la préparation. Alors, donc, je vous ai parlé de ce programme qui est vaste, hein, effectivement, il va falloir maîtriser parfaitement les mathématiques, le français. Vous êtes là pour être professeur des écoles. Professeur des écoles, c'est vous qui allez enseigner l'essai fondamentaux aux enfants de la maternelle au CM2. Vous allez être leur premier contact avec ces fondamentaux. Donc là, il y a pas de, franchement, il y a pas à tortiller. Il va falloir que vous maîtrisiez les bases des programmes de maths et vous maîtrisiez la grammaire et le français. Si vous avez des difficultés dans l'une ou l'autre de ces matières, c'est pas irrémédiable, mais plus vous y prenez tôt, plus vous allez pouvoir aussi traiter cette difficulté. Et donc, vous détestez les maths? J'ai plein d'élèves qui détestent les maths, qui ont réussi à être professeurs des écoles. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il va falloir le prendre de face parce que vous n'allez pas pouvoir y couper. Il va falloir que vous maîtrisiez les maths. Encore une fois, vous postulez à un emploi, c'est un concours de recrutement, donc vous postulez, vous êtes candidat pour enseigner les mathématiques, donc il va falloir que vous maîtrisiez les mathématiques et donc que vous appreniez un peu à les aimer. Mais vous inquiétez pas, j'en connais plein qui ont réussi à aimer les maths ou à aimer le français alors qu'ils ne les aimaient pas en arrivant chez nous. Et donc c'est quelque chose qui est possible, je vous rassure. Pareil, plus on s'y prend tôt, mieux on peut le faire. Parce que quand on arrive à un moment de l'année où on a tout le programme de maths à se taper, que du coup on est obligé de s'enseigner des heures et des heures de maths les unes à la suite des autres alors qu'on déteste ça, c'est le meilleur moment de s'en dégoûter. Alors que s'y prendre aussitôt, c'est se donner aussi la possibilité de respirer, d'alterner, voilà, de faire des maths. Bon, là j'en ai un peu marre, je vais faire du français sans trop culpabiliser et donc du coup ne pas s'en dégoûter. Et enfin, pour tous ceux qui sont en reconversion professionnelle surtout, vous allez postuler donc à un métier où on va vous demander déjà pendant les épreuves d'avoir une certaine posture, la posture de l'enseignant. Et pour beaucoup, c'est normal, vous venez pas de ce milieu, il va falloir l'acquérir cette posture. Et donc ça pareil, c'est un travail où il y a des méthodes, il y a un vocabulaire, vous allez le voir, l'éducation nationale, c'est un nouveau monde. Et donc pareil, prendre le temps d'attaquer ce programme, ça va vous permettre d'acquérir ce vocabulaire, de le maîtriser et surtout, le plus important, de vous l'approprier. Alors là, c'était plutôt le pourquoi. Je vois qu'il y a plein de questions sur les conditions d'éligibilité, je vais tout vous expliquer à l'instant. Puisque comment s'y prendre? Il y a plusieurs étapes. Première étape, vérifiez votre éligibilité. Ça, c'est dès maintenant. Vous hésitez là à passer le concours, ok. Il y a peut-être que vous n'allez pas pouvoir le passer. Je ne sais pas, il va falloir qu'on vérifie ça. Donc, c'est un concours de la fonction publique. Il y a des conditions strictes d'accès. On ne peut pas négocier, hein. On rentre dans les cases dites. Alors, il y a des dérogations, il y a pas mal de possibilités, c'est assez large. Mais si on n'y rentre pas, on ne peut pas le passer. Donc, la première chose, c'est est-ce que je suis bien éligible? Il y a différentes voies d'accès. On dit le CRPE, mais en fait, il y a différents concours. Les épreuves sont les mêmes pour tous. Et on va voir un peu ce qui diffère. Ce qui diffère, ça va être les conditions d'accès et les conditions d'accès, le nombre de postes affiliés et le nombre de candidats dans chaque voie. Je vais y revenir. Donc, on a les concours externes. Le concours externe, là, il faut avoir un bac plus 5 M2 obtenu ou en cours d'obtention ou pouvoir bénéficier des dérogations diplôme de la fonction publique. Ces dérogations de diplôme, elles sont accordées si vous êtes parent d'au moins 3 enfants ou vous êtes sportif de haut niveau. En plus, s'ajoute au CRPE une dérogation si... non, ça c'est les 2 dérogations principales. Le troisième concours, c'est une voie sans condition de diplôme qui est accessible à toute personne qui bénéficie de 5 années d'expérience professionnelle dans le secteur privé, n'importe quelle expérience que ce soit. Donc, vous pouvez avoir travaillé dans les assurances, dans les RH, avoir travaillé où vous voulez, à l'étranger, tant que vous pouvez prouver que vous avez 5 ans d'expérience, vous avez le droit de passer cette voie. Enfin, il y a les concours internes. Le premier concours interne, j'en parle presque pas, c'est un concours très particulier qui parle aux instituteurs, donc ça date des années 90, qui voulaient obtenir. À l'époque, on était instituteur, donc c'était un statut de la fonction publique différent de celui de professeur des écoles. Et donc, ceux qui voulaient basculer d'un statut à l'autre devaient passer ce concours. Honnêtement, il n'y a presque plus de postes en jeu aujourd'hui. Le second concours interne, ça, on a des élèves, nous, qui le passent. Là, il s'agit, c'est quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes dans la fonction publique, vous avez au moins 3 ans d'expérience dans votre secteur public et un niveau licence. Et donc là, et donc là, vous pouvez passer le concours.
Alors, des précisions. Sur le Master 2, n'importe quel master est valable. Un bac plus 5 en école de commerce, un Master 2 en histoire de l'art, un Master 2 en com, tout est possible. Obtenu ou encore d'obtention. Si vous ne l'avez pas validé au cours de votre année pour passer le concours, vous allez devoir... Alors, j'ai vu que cette année, il y a une nouvelle souplesse qui vous permettrait de valider peut-être votre Master 2 pendant votre année de stage. Mais attention, il y a cette particularité. Je ne sais pas si c'est pendant l'année de transition ou ça va être pareil l'année prochaine. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il ne suffit pas d'être écrit. Vous allez devoir un jour, si vous voulez être professeur des écoles titulaires, il va falloir avoir votre Master 2. Et là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Des relevés de diplôme, des diplômes. Beaucoup de questions. Est-ce que j'ai un diplôme, j'ai une équivalence, je l'ai passé à l'étranger? Il va vous falloir une attestation de l'équivalence. Si vous êtes parent de 3 enfants, alors c'est avoir 3 enfants à charge. Donc par exemple, si vous avez des enfants, vous êtes remarié et vous avez dans votre foyer à charge des enfants de votre conjoint, vous allez devoir le prouver, mais ça peut compter. Le 3e enfant doit être né au plus tard à la date de publication des résultats d'admissibilité et les justificatifs acceptés, livret de famille, voilà, tout ce qui prouve que vous avez bien ces 3 enfants à charge. Ça, c'est pour le concours externe. Pour le second concours interne, donc licence pareil ou équivalent, hein, il y a encore un niveau de diplôme, et il faut avoir travaillé au moins 3 années dans le public et être au plus tard soit agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique, agent non titulaire dans un établissement étranger ou militaire. Si vous avez été assistant d'éducation, surveillant ou agent ou dans les 3 dernières années, donc ça c'est à date. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez toujours en poste au moment où vous passez le concours. Il y a une dérogation si vous avez été, par exemple, 3 ans assistant d'éducation dans les 6 dernières années, vous avez le droit aussi de passer ce concours. Alors, le 3e concours. Là, il faut avoir 5 ans de travail dans le secteur privé, pas forcément continu ni en temps plein. Et vous avez jusqu'au résultat d'admissibilité pour justifier de ces 5 ans. Donc par exemple là, si vous me dites que vous êtes à 4 ans et demi, que vous allez encore travailler pendant 6 mois, vous pouvez passer cette voie. Mais il faudra bien avoir à date 5 ans d'expérience. Voilà, comme je vous le dis, c'est pas forcément du temps plein, il faut avoir 5 ans d'expérience en privé. C'est qu'est-ce qui peut être comme justificatif? Des fiches de paye, des contrats, des attestations employeurs, relevés retraite, tout ce qui montre encore une fois que vous avez 5 ans de travail dans le secteur privé. Vous êtes dans une situation un peu particulière, vous savez pas, voilà, par exemple, bah, tenez, j'ai ça, moi je suis fonctionnaire, j'ai une dérogation, enfin, tout cet ensemble d'éléments, il y a 2 sources, devenir enseignant, qui détaillent bien toutes les dérogations possibles, surtout pour le second concours interne, où c'est toujours, parfois il y a des situations assez particulières dans la fonction publique, ça vous permet de le voir, et enfin, en seconde main, les académies qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Alors, c'est quoi la différence entre tous ces concours? C'est les mêmes épreuves, ce sont les mêmes jurys. Hein, ils ont des piles de copies, ils ne savent pas, 3e concours, concours externe. Qu'est-ce qui va changer? Le nombre de postes disponibles et le candidat. Concours externe, on est en 2021, 9 400 postes offerts, 29 000 présents. 3e concours, 700 postes, 2 300 candidats. On s'aperçoit que c'est à peu près le même ratio. Donc, l'éligibilité approuvée à date des résultats d'admissibilité au plus tard. Alors, certaines académies vont vous le demander avant. Là, cette année, il y a eu une circulaire qui précise que ça sera à date des résultats d'admissibilité au plus tard. Et commencez donc à la vérifier dès maintenant. On ne se prend pas la tête. Une fois qu'on a préparé pendant 6 mois à savoir si vraiment je suis éligible, c'est la première étape. Parce que ça se trouve, certains d'entre vous, malheureusement, ce soir, vont se rendre compte qu'ils ne rentrent pas dans ces catégories, qu'ils ne pourront pas passer le concours. Et donc, il va falloir que vous mettiez en quête de, si vous voulez vraiment le faire, de rentrer dans l'une des catégories. Alors, ça peut passer par faire un 3e enfant. C'est pas, je pense, la situation la plus simple. Mais voilà, le 3e concours, vous inscrire en licence, tout ça rentre en jeu. Et donc, si je suis éligible à plusieurs voies, je vois que pas mal de monde demande à Mélina comment je fais. Eh bien, vous pouvez vous inscrire à plusieurs concours. Vous pouvez vous inscrire au 1er, au 3e, au second. Si vous êtes éligible partout, ne choisir de vous rendre qu'à un seul, puisque vous n'avez pas le don d'ubiquité a priori. Et donc, le jour du concours, vous serez convoqué dans plusieurs salles et vous vous rendrez dans la salle qui correspond à votre concours. Alors, comment on choisit? Vous pouvez regarder les taux de sélection de l'année précédente dans votre académie. Pour certaines académies, les taux de sélection sont à peu près comparables. Pour d'autres, il y a vraiment une très grosse différence. Par exemple, il y a certaines académies, Toulouse, il n'y a pas de 3e concours tous les ans. Ça, c'est aussi une donnée qu'il faut avoir en tête. Et donc, peut-être que où il y a très peu de postes en jeu. Et donc, ça va être des éléments qui peuvent vous aider à choisir. Il faut savoir que dans le 3e concours privé,
vous pouvez, c'est la seule voie où votre expérience dans le secteur privé peut être en partie reprise dans le calcul de votre rémunération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous rentrez dans la fonction publique. La grille de salaire, c'est quoi? C'est une grille qui va être indexée sur votre ancienneté dans la fonction publique. Vous avez travaillé dans le public, votre ancienneté est reprise. Vous avez travaillé dans le privé, une partie va être reprise. Je dis bien une partie. En gros, c'est si vous avez travaillé entre 1 et 3 ans, il y a une année qui est reprise. Si vous travaillez entre 3 et 6 ans, 2 années. Si vous avez travaillé entre 6 et 9 et plus, c'est 3 années qui sont reprises. Et donc, ça vous permet de commencer à des échelons différents. La différence sur votre fiche de paie elle peut varier. Là, je n'ai pas la réponse tout de suite. C'est pas non plus énorme, mais voilà, c'est une petite info à avoir en tête et vous pouvez avoir plus d'infos sur la rémunération des enseignants. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est assez complexe sur devenir enseignant. Si les taux sont similaires, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Si vous êtes bien préparé, pour moi, vous réussissez, qu'importe la voie. On a des taux de réussite chez Objectif CRPE, par exemple, similaires entre le concours externe et la 3e voie. Information que j'ai commencé à vous dire, toutes les voies ne sont pas ouvertes dans toutes les configurations. Le 3e concours privé, par exemple, c'est très rare. Ça existe dans peu d'académies. Je crois qu'il y a 5 ou 6 académies dans lesquelles ça existe. Le second concours interne, pareil, il n'est pas forcément ouvert chaque année. Il est ouvert dans la plupart des académies quand même, mais il peut y avoir des académies avec très peu de postes. Je précise que je vois une question sur Mayotte de Maeva Moeva. Là, je ne parle pas du CRPE de Mayotte, qui n'est pas le même concours de recrutement. Ce ne sont pas les mêmes épreuves, et donc ce n'est pas le même concours de recrutement. Et donc, on va parler après des académies. Donc, CRPE. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs concours. Il y a aussi une deuxième question qui va se poser, c'est est-ce que je passe le public et le privé? Quelle est la différence si je passe le CRPE public? Je vais être amenée à travailler dans une école publique, donc sous contrat, et privé, dans une école privée sous contrat d'association avec l'État. Ça ne s'appelle même pas exactement le CRPE, si je veux être extrêmement rigoureux, c'est le certificat d'aptitude au professorat des écoles, quand on est dans le privé. C'est un choix qui se fait à l'inscription, pareil, on peut s'inscrire aux deux et ne choisir que le jour J. Très important. Quand on a choisi, on y reste. Il n'y a pas de passerelle. Dans le privé, on reste dans le privé. Si on est dans le public, on reste dans le public. Si on veut passer de l'un à l'autre, il faudra repasser le concours. Donc ça, c'est aussi une info à avoir en tête. Ce sont les mêmes épreuves, presque les mêmes jurys. Les jurys du public sont jurys au CRPE privé. Parfois, des représentants du privé peuvent se joindre au jury, mais pas systématiquement. Le nombre de places est très différent, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup moins d'écoles privées sous contrat d'association en France que d'écoles publiques, donc forcément moins de postes en jeu tous les ans. Et du coup, des taux de réussite différents, 23% pour le privé contre 31% en 2021. Attention, différence notable, dans le privé, il y a une démarche supplémentaire. Il va falloir obtenir l'accord précollégial. Qu'est-ce que ça veut dire l'accord précollégial? Quand vous passez le CRPE privé, en fait, je vous l'ai dit, vous passez un certificat d'aptitude du professorat des écoles. Donc, quand vous l'avez, ce certificat vous dit que vous êtes apte à être professeur des écoles. Maintenant, il y a une deuxième étape, c'est qu'il faut que vous soyez recruté. Ce n'est pas comme dans le public où vous êtes affecté à un poste. Là, vous allez être recruté en tant que professeur des écoles. Et donc, le préaccord, c'est un entretien à passer avec un des représentants des chefs de l'État de l'établissement privé de votre académie qui, en gros, quand vous l'avez, vous dit que si vous avez ce certificat, vous aurez un poste obligatoirement. Il s'engage à vous donner un poste. En cas de refus, du coup, votre certificat deviendra caduc. Donc, c'est une démarche supplémentaire à avoir. Donc, c'est un entretien qu'on va passer. Donc, il y a un CV avec une lettre de motivation et un entretien. Et donc, il va falloir motiver votre choix de passer dans le privé. Donc, on a encore un peu de temps. Les inscriptions au CRPE, ça a lieu entre octobre et novembre. Mais c'est des choix qu'il faut que vous ayez en tête. Voilà, faut pas que vous débarquiez complètement. C'est des choses qu'il va falloir que vous ayez en tête. Par exemple, là, si vous me dites tous, moi, je sais que je veux passer dans le privé. J'en suis sûre, il va falloir, et je ne veux pas dans le public, il y a des personnes, c'est comme ça, donc il va falloir préparer ce point. Et donc, si vous hésitez, pour moi, c'est inscrivez-vous aux deux, parce qu'en cas de refus, c'est fini. Donc, si on est en hésitation, on passe les deux. Donc, privé, public. Quelle va être la différence? Ça va va pas être le même environnement, voilà, dans le privé. On n'est pas exactement dans les mêmes structures. Alors, école privée ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir un enseignement du fait religieux, souvent on confond un peu les deux. Effectivement, il y a des écoles privées sous contrat, la plupart sont religieuses. Et donc, dans le programme s'ajoute cet enseignement, mais on est quand même payé, l'employeur reste l'État,
c'est l'État qui vous rémunère. Donc, toutes ces questions de laïcité, on verra après, sont toujours présentes dans le privé. Hein. Ça, c'est important à avoir en tête. Souvent, on fait un peu le mélange en se disant, bah attends, si je vais dans le privé, je vais travailler dans les écoles catholiques. Donc, la question de la laïcité, c'est pas du tout la même chose. Ce sont les mêmes sujets, ce sont les mêmes jurys, les mêmes exigences et attendues au concours. Mais il y a cet entretien préalable et donc il faut que vous sachiez aussi à quoi vous attendre. Alors, le CRPE, c'est un concours de recrutement académique. Il y a des concours de la fonction publique qui sont au niveau national. Par exemple, le CAPES, c'est un concours national. Donc, on postule au national, on peut être affecté de n'importe où en fonction de son croissement. Le CRPE, c'est un concours académique. Donc, l'académie, c'est une échelle administrative qui est, en gros, qui correspond aux régions un peu avant. Hein, en gros, maintenant, c'est plus petit que les régions actuelles, mais c'est bien sûr plus gros que le département. Donc, c'est un échelon intermédiaire. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, vous pouvez, quand vous postulez, vous allez vous inscrire à une académie. C'est au niveau du rectorat, quoi. Dans cette académie, vous allez pouvoir être affecté dans toute l'académie. Vous allez faire, au moment où vous postulez, des vœux de département. Vous allez organiser au sein de cette académie vos départements privilégiés. En fonction de vos classements au concours, vous serez affecté dans les départements choisis. Donc, comme je vous l'ai dit, attention, toutes les voies ne sont pas offertes dans toutes les académies. C'est un choix engageant. Vous êtes recruté dans l'académie. Donc, on ne passe pas à Paris en se disant que dans 2 ans, on part à Marseille. Hein, vous êtes recruté dans une académie, donc c'est un choix. Les mutations d'académie à académie sont très compliquées. Surtout d'une académie, on va dire, facile, je vais y revenir, à une académie difficile. Et donc, c'est un choix important à faire. Alors, pourquoi il y a des taux de réussite variables? Par exemple, Limoges, l'année dernière, c'était l'académie la plus difficile, 15%, et Versailles, en région parisienne, 73% de réussite. Alors, pourquoi on a ce taux de disparité? Eh bien, c'est un ratio, tout simplement, un ratio entre le nombre de postes offerts, le nombre de candidats. Il y a presque autant de candidats à Créteil qu'à Grenoble, et pourtant, il y a 5 fois moins de postes en jeu. Donc, mécaniquement, le taux de réussite est beaucoup plus fort à Créteil qu'à Grenoble. Donc, c'est vraiment juste ça. Pourquoi? Les académies franciliennes Paris, Créteil, Versailles sont les 3 académies les plus faciles, entre guillemets, du CRPE, où il y a le plus fort taux de réussite. Et bien, tout simplement parce que c'est là où il y a le plus de postes en jeu, c'est là où il y a le plus de densité de population, donc le plus d'écoles, et donc le plus de postes qui se renouvellent chaque année. Et en parallèle, en plus, c'est là où il y a le moins de candidats, parce que ce n'est pas forcément les régions les plus attrayantes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un tel ratio. Il faut bien l'avoir en tête. Si vous voulez le passer dans une académie extrêmement difficile, enfin, je ne vais pas dire extrêmement, mais plutôt difficile. Alors, comment on a les statistiques? Vous avez tout sur Internet, vous tapez CRPE données statistiques, vous avez tous les taux. Et donc, vous allez pouvoir vous rendre compte. Et donc, le travail ne va pas être le même. Il y aura une exigence supplémentaire sur les académies plus difficiles à Limoges, à Nantes, à Montpellier, en Corse, que des académies plus faciles. Alors, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on le passe à Versailles qu'il n'y a pas besoin vous pouvez y aller les mains dans les poches, parce que là, sur ces académies-là, il y a un enjeu d'affectation. Plus vous êtes bien classé à Versailles, plus vous êtes susceptible d'avoir votre affectation. C'est des grandes académies. Donc, c'est pas pareil d'être affecté dans le 95. Alors, je ne sais plus Versailles exactement, mais par exemple pour Créteil, voilà, dans le 95 que dans le 93. Et donc, en fonction de ça, ça va être important pour vous, votre classement, que dans le 77. Enfin, voilà. Il y a un enjeu de classement dans ces académies et où l'affectation en première année, quand on est stagiaire, je rappelle, c'est en fonction du classement. Alors, j'arrête pas de parler du classement, j'y reviendrai après comment ça se passe, mais on va parler bien sûr du concours, des notes et de tout ça. OK pour les académies. Donc attention, il y a 2 académies qui organisent, donc j'en ai parlé un peu, Créteil et Versailles. Ces académies n'arrivent pas à recruter lors de la session générale assez de candidats au niveau. Donc ils ne prennent pas tout le monde quand même, hein, il y en a qui se font éliminer. Et donc avec ça, ils n'arrivent pas à recruter leur quota de postes. Et donc ils vont organiser des sessions complémentaires. Les inscriptions sont d'ailleurs toujours en cours actuellement. Donc si vous passez pour 2023, pourquoi pas vous inscrire à la session supplémentaire qui a lieu actuellement? Ça peut vous permettre, vous y allez vraiment les mains dans les poches, peut-être de faire un premier entraînement, je ne sais pas, et de voir un peu à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, les sessions complémentaires arrivent, donc c'est décalé. Les sessions ne sont pas systématiques. Par exemple, Créteil et Versailles, on l'a fait juste en 2018, 2019, 2020. Il n'y a pas eu en 2021, ils l'ont refait cette année. Donc voilà, ça dépend des années. Et le calendrier est légèrement décalé. Donc c'est des inscriptions en ce moment pour un concours qui a lieu 3 semaines après la session générale. Et donc, pareil, les oraux qui auront lieu, pareil, en décalé. Seul le concours externe est concerné. Donc, il n'y a pas de 3e concours, il n'y a pas de second concours interne, c'est seul un concours externe.
Donc, pour ceux qui ont retenu, c'est quoi le concours externe qu'il faut avoir? On va voir si vous m'avez bien suivi pour cette session. Donc, si on veut passer à la session complémentaire, il faut qu'on obéisse à quelles conditions d'éligibilité? Je bois un peu d'eau entre deux et je regarde s'il y a des questions. Manon me demande, y a-t-il toujours un troisième concours dans l'Académie de Nice? Alors ça, Manon, oui, il faut que tu regardes sur données statistiques CRPE, tu auras toutes les traces des années précédentes et tu verras s'il y avait un troisième concours ouvert. Et donc, oui, il y a toujours, enfin, en tout cas, cette année, je sais qu'il y en a un, il y en a eu un l'année dernière, donc pour l'instant, pas de signe que ça se fera supprimer. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Ah oui, sur les attestations, je vais y revenir. M2 ou 3 enfants, bravo Cécile, c'est ça, il faut avoir M2 ou une dérogation de diplôme pour passer le concours externe, donc les sessions supplémentaires. On m'a parlé des attestations de secourisme et de natation, et oui, j'ai vu des élèves complètement dévastés parce qu'ils avaient une peur, une phobie de l'eau. Mais sachez-le tout de suite, si vous êtes dans ce cas, j'en ai eu plusieurs des élèves qui ont dû travailler dessus longtemps en avance, c'est pour ça aussi que ça vaut le coup de s'y prendre assez longtemps. Mais vous allez devoir prouver que vous êtes capable de nager 50 mètres et que vous avez fait une formation en secourisme de niveau 1. C'est obligatoire pour devenir professeur des écoles, c'est des raisons de sécurité. Vous allez être amené à accompagner des enfants et donc il faut que vous puissiez réagir en cas de problème. Il n'y a pas de date limite de validité. Même si sur vos attestations PSC1, il y a marqué valable 3 ans, pour le CRPE, nous acceptons, c'est accepté, qu'importe la date. Donc si vous avez passé votre brevet de natation dans les années 80 et que vous avez toujours le papier, que vous l'avez passé dans une piscine publique, il sera toujours valable. Si vous avez des petits doutes, n'hésitez pas à le repasser, ça va être l'été. C'est pour ça que c'est bien de s'y prendre en avance. Voilà, vous profitez. Les mois arrivent, alors pas tout de suite et vous allez me passer ce brevet de natation cet été, pendant vos vacances. Ça sera ça de fait parce que là, je vois des élèves qui sont en stress aujourd'hui parce que il faut qu'ils le passent alors qu'ils ont une montagne de choses à faire. Et donc là, pareil, ça sera à déposer selon des dates communiquées par votre académie. Donc ne faites pas comme Laetitia en 2017, ça date un peu, qui a raté son obtention du CRPE parce qu'elle n'avait pas son attestation de natation. Franchement, c'est trop dommage. Après tout le travail poursuivi, donc n'oubliez pas. Alors, petit focus parce que je trouve que souvent, on n'en parle pas assez sur le handicap et le CRPE. Je ne sais pas s'il y a des gens, n'hésitez pas à me dire si ça vous concerne, qui sont par exemple, qui ont une RQTH, mais il y a 2 points à savoir. Notamment, il est possible de demander un aménagement des épreuves à l'inscription au concours. Donc là, c'est une case à cocher sur Cyclade, le site d'inscription. Vous allez avoir un dossier à remplir, à retourner. Notamment, vous allez devoir faire une visite médicale avec un médecin agréé. Et si votre handicap est compatible avec les épreuves et les attendus, vous pouvez demander un aménagement des épreuves. En cas d'admission au CRPE, vous aurez une visite supplémentaire pour vérifier que c'est bien compatible avec votre handicap. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez demander des tiers-temps, par exemple, s'il y a un accompagnateur, enfin, ce genre d'éléments. Deuxième chose très importante que pour vous, il existe une procédure si vous remplissez les conditions du concours externe. Donc, Cécile, je ne vous la refais pas. Et sans dérogation de diplôme en plus, là, c'est une petite particularité. Donc, si vous avez un M2, en gros, obtenu en cours d'obtention, et que vous avez une RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une procédure particulière existe dans chaque académie qu'on appelle le recrutement BOE. Donc, c'est une procédure dans le temps où chaque académie a son calendrier. Donc, je vous conseille de surveiller un peu les sites des académies. Vous tapez recrutement BOE Nantes, par exemple, si vous êtes à Nantes, vous allez avoir les infos, vous appelez votre académie. Et donc là, c'est une candidature hors concours pour devenir professeur des écoles, où on envoie un dossier avec un CV, une lettre de motivation, des justificatifs qui vont être demandés. Si vous êtes sélectionné, vous allez passer un entretien sur votre motivation et votre capacité à vous projeter dans le métier. Je vais vous détailler les épreuves, mais sans surprise, ça correspond fortement à une des épreuves du CRPE. Et en gros, moi, j'ai parlé à pas mal d'inspecteurs de cette procédure parce qu'on a des élèves chez nous qui la passent en parallèle du concours. Si vous êtes motivé, que vous êtes rentré dans les conditions, que vous préparez le concours de manière sérieuse à côté, honnêtement, c'est très rare que ça ne passe pas. Donc, c'est une vraie chance supplémentaire pour les personnes qui sont dans cette situation. Et donc, je vous encourage très fortement à vous renseigner. Alors là, les candidatures, à mon avis, on est en mars 2022. Elles vont commencer à être closes pour la session, cette session-là. Mais pour l'année prochaine, c'est intéressant à avoir en tête. Et donc, c'est vraiment à faire en parallèle du concours.
Ensuite, donc vous êtes, alors c'est une légère subtilité, c'est que vous n'êtes pas stagiaire, c'est que vous êtes contractuel pendant la première année, mais ensuite vous êtes titularisé comme tout le monde, vous êtes fonctionnaire, vous êtes professeur des écoles. Attention, du coup, ça s'adresse aussi pas aux personnes qui sont fonctionnaires actuellement, hein, parce que c'est vraiment une procédure supplémentaire pour recruter des personnes en situation de handicap dans la fonction publique, et vous n'avez pas de possibilité de reporter votre recrutement d'1 an. Voilà pour ces procédures. Sabine me dit, peut-on passer le brevet de natation et de secourisme un peu avant l'examen ou faut-il s'y prendre maintenant pour un passage en 2023? Alors là, j'ai envie de te dire, Sabine, pourquoi attendre? Tu vas voir là, je vois les élèves en ce moment, ils sont tellement stressés. C'est l'enfer juste avant l'examen. Il vaut mieux le faire maintenant. Tu ne te rends pas compte. Le concours, c'est sportif. C'est hyper intéressant. C'est une des années les plus intéressantes. Vous allez apprendre tellement de choses, c'est hyper enrichissant, mais c'est dur. C'est dur psychologiquement, c'est dur au niveau du temps. Et c'est très stressant. Et donc, du coup, pour moi, ces attestations, c'est à passer le plus vite possible pour s'en débarrasser. Il faut que toutes les petites charges mentales qui planent au-dessus de vous, on arrive à les évacuer au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous dis dans les étapes, 1, on vérifie l'éligibilité. Comme ça, on se le passe derrière. Ensuite, 2, les attestations, on les passe assez vite. Comme ça, pareil, on le met de côté. Et ainsi de suite. Alors, Marie, pour la procédure, ça s'appelle BOE, mais je t'invite à, n'hésite pas à télécharger mon support, tu auras toutes les infos rédigées, vous c'est exactement le même, j'ai rien changé, c'est juste qu'à la place de ma tête, vous avez notre logo. Voilà pour ça. Alors, on va parler des épreuves, je sais que vous êtes tous dans les starting blocks pour savoir un peu c'est quoi ces fameuses épreuves. Alors, l'étape 2, donc là, je vous rappelle qu'on est dans comment se préparer dès maintenant. Commencez à préparer les écrits maintenant, parce qu'il y a quand même un morceau à avoir, et notamment là, je vais vous laisser... ah oui, il y a 3 épreuves écrites d'admissibilité et 2 épreuves orales et une épreuve de LVE que je vais toutes vous détailler. Alors, ici, vous avez le résumé des points, des pourcentages de chaque épreuve. Donc là, vous êtes un candidat au concours, vous êtes stratège. Qu'est-ce que vous pouvez me dire que vous notez? Là, juste quand on regarde ce petit tableau, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Sur quoi est-ce qu'on se dit, tiens, ça, il faut que je me concentre? Quelle stratégie adopter, par exemple? Qu'est-ce qu'on voit ici? Et je vais prendre quelques questions en attendant, en vous laissant réfléchir. Donc Coralie me demande les attestations de formation de premier secours qui sont autorisées. Il y a une liste non exhaustive sur devenir enseignant. Tu mets équivalence PSC1, CRPE et tu trouveras les informations. Hop. Alors, est-ce que vous avez trouvé ce que je voulais vous dire? Alors, donc il y a Alice qui me dit qu'elle est médiatrice sociale. Ah, tu as une question assez... si tu as un contrat de service dans une association, ça peut compter. Pour les services civiques, c'est toujours une petite subtilité. Je vais laisser Mérina répondre parce qu'elle a déjà eu plusieurs cas. Ah, Audrey, oui, oui, Faustine, oui, Johanna, tout le monde lise. L'épreuve de leçon pèse lourd. Tout à fait. Les oraux pèsent très lourd dans ce concours. On a tendance à partir bille en tête sur les écrits parce qu'on se dit, bah, il y a une première barrière, c'est l'admissibilité. Donc, l'admissibilité, effectivement, je reprécise comment ça se passe le concours. Donc, on passe les 3 épreuves écrites d'admissibilité. Français, maths, dans l'ordre, épreuve écrite d'application. On obtient une note. On additionne ces 3 épreuves. Ces notes vont vous donner votre classement. Donc, vous allez être classé. Tous les candidats de l'académie vont être classés. On dit que, je ne sais pas, l'académie de Grenoble recrute 200 personnes. OK. Donc, elle va prendre les 400 premières des admissibilités pour aller passer les oraux. Souvent, le ratio, c'est 2 fois plus. Et ensuite, les autres ne le passent pas. Donc, effectivement, il y a cette première barrière. Sauf que, on le voit ici, les oraux ensuite qu'on passe, c'est ça qui compte pour 2/3 des points. Oh là, pardon, excusez-moi. Ça compte pour 2/3 des points. 44%, la moitié des points du concours sur l'épreuve de leçon, l'épreuve de didactique de français, de mathématiques, c'est énorme. Donc en gros, si on rate cette épreuve, on rate son concours. Franchement, c'est mécanique, c'est mathématique, vous l'avez tous dit. En regardant le tableau, c'est clair comme de l'eau de roche. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier les oraux. Voilà, ça c'était ma petite introduction parce que très souvent les candidats ont tendance à se dire oui mais Margot, enfin moi les élèves tous les ans, mais si je passe pas le français, les maths et l'épreuve d'application, je m'en fiche des oraux. Oui mais on va le voir et j'y reviendrai après, les oraux c'est une sacrée montagne et donc il faut commencer dès maintenant. Mais comme vous êtes là aujourd'hui, on est en mars 2022, vous êtes tout à fait
positionner pour réussir et mener tout ça de front. Alors, on commence par le français. Le français, ça dure 3 heures. Toutes les épreuves écrites durent 3 heures. 3 parties. Première partie, étude de la langue. Grammaire, vraiment analyse, verbe, fonction, des questions type sur un texte. Il y a un texte support. Deuxième partie, lexique, compréhension lexicale. Troisième partie, raisonnement rédigé. Pour ceux qui ont déjà passé le CRPE les années précédentes, les 2 premières parties, ça correspond à l'ancienne partie 2. Alors, le raisonnement rédigé. Là, vous allez avoir un texte support qui est aussi le support de toutes les autres questions du concours. Un extrait de roman, de nouvelles, de littérature, de 400 à 600 mots maximum. Et vous allez avoir une question en rapport avec la texte. Et donc là, on va faire un développement écrit répondant à la question posée. Donc, c'est pas une disserte exactement, mais il va falloir quand même proposer un raisonnement structuré, cohérent, vous appuyez sur des références personnelles. Donc parce qu'il y a toujours marqué en vous appuyant sur vos connaissances. Donc là, énormément de candidats me disent oh, « mais je n'y connais rien en littérature ». Rassurez-vous, on ne vous demande pas d'être agrégé de lettres. Par contre, encore une fois, vous allez enseigner le français et donc vous devez maîtriser des concepts et il y a certaines clés de littérature qu'il va falloir que vous maîtrisiez. C'est comme ça va faire partie de votre job. Et donc, si dès maintenant, vous savez que c'est quelque chose, vous avez des lacunes, il va falloir insister dessus. A contrario, si vous avez des facilités, très bien aussi, vous allez pouvoir capitaliser dessus. Il faut que vous vous mettiez vraiment dans la logique de « je suis candidat au concours, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et comment je vais prendre ça ». Donc là, c'est une première chose. Et donc là, on est le 1er mars 2022, je vais passer le concours en avril 2023. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Les bases de la grammaire, ça, COD, COI, il faut que ça n'ait plus de secret pour vous. Encore une fois, vous allez les enseigner. Donc, on les reprend. C'est loin pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Je me mets aussi dans ce même bateau. Toutes ces questions-là de phrases complexes, ça peut vous paraître long. Il va falloir que vous réappreniez tout. Et donc, c'est la première étape pour moi. On reprend les bases de la grammaire. La lexicologie devient une partie à part entière. Donc, il va falloir comprendre ce que c'est. Beaucoup d'entre vous, en gros, c'est la formation et le sens des mots. Donc ça, il va falloir aussi réapprendre qu'est-ce que c'est exactement. Préfixe, affixe, tout ce genre de dérivation, ce genre d'éléments de vocabulaire qu'on a oublié. Il va falloir le réapprendre. Et ces fameuses références littéraires. Alors, on ne va pas vous redemander, ça ne va servir à rien de vous dire, attendez, je vais me lire tous les textes, les auteurs principaux français, je vais tout me lire, tous les bouquins. Là, d'ici cet été, j'y suis. Non, ça ne sert à rien. Mais déjà, vous y prenez assez en avance pour pouvoir en lire certains. Donc, vous allez peut-être pouvoir relire. Alors, comment on choisit des références ? Il y a certaines références clés qui sont plus intéressantes que d'autres, qui vont vous permettre de traiter plus de thèmes que d'autres. Ça, c'est des éléments. Par exemple, Antoine, il fait travailler les élèves sur Molière, il fait travailler les élèves sur des références qui vont leur permettre de traiter beaucoup de thèmes. Et donc, ça ne sert à rien de se dire, je veux me faire une bibliographie, je vais me faire des fiches de lecture, ou je vais chercher des fiches de lecture sur Internet, sur plein de bouquins. L'important, c'est pas tant d'avoir une centaine de références, mais de savoir les mobiliser. Et donc, c'est ça qu'on va travailler. Nous, par exemple, on a fait des capsules, il y en a 10 capsules littéraires à destination des élèves sur 10 références clés qui permettent chacune de traiter plein de thèmes. Parce qu'une référence, c'est pas un seul thème. Parce que vous allez voir, il y a souvent la question rédigée. Là, je suis dans la question rédigée. On va parler de l'argent, du voyage, du rire, voilà. Et donc, ça va vous permettre de mobiliser ces références dans plusieurs termes. Dernier point ultra important, la qualité de la langue française. Vous savez que vous faites plein de fautes, vous savez que vous avez des problèmes d'orthographe, de syntaxe, eh bien, il faut que vous commenciez à traiter ce sujet. Vous êtes professeur des écoles, il faut que quand vous écriviez au tableau, vous écriviez correctement, vous allez enseigner l'orthographe à des enfants et donc il faut que vous arriviez à un niveau suffisant de maîtrise. Et donc, il y a plein d'élèves qui ont fait des progrès. Donc là, si vous savez que vous avez des difficultés, vous allez devoir redoubler d'efforts. Et encore une fois, en s'y prenant aussitôt, ça va vous permettre de faire ça. Et donc, comment on fait ? Eh bien, on fait des dictées, on révise, on fait des dictées, on lit, on se donne des cols, on fait des petits quiz en ligne, des choses comme ça. Alors chez nous, comment ça se marche pour que vous compreniez un peu ? En ce moment, les élèves de la préparation anticipée, je vous l'ai dit, on commence par les bases de la grammaire parce que c'est un peu le cœur de ça en fait. Les bases de la grammaire, ça vous permet aussi de parcourir l'orthographe, le vocabulaire. Par exemple, l'accord du participe passé, la faute sur qui donne à qui jeter la pierre qui ne l'a pas fait. Cette faute, regardez, je viens de faire un super accord live. Eh bien, c'est en comprenant les règles
de l'accord du participe passé, qu'on arrive à moins les faire ces fautes. Et donc ça, pour moi, c'est la base. Quand vous vous lancez dans le CRPE, on revoit tout ça. Et donc, c'est par là que commencent nos élèves avec ces modules de remise à niveau. Et ensuite, on rentre dans vraiment le traitement de sujet, dans la partie rédigée, qui est, voilà, il y a une méthodologie, hein, il y a une méthodologie, il y a des façons, alors il y en a plein, hein, chacun peut avoir sa méthode. Nous, on vous propose notre méthode qu'Antoine a élaborée pour traiter la partie rédigée et donc pour pouvoir, déjà, comment on fait une problématique, comment on fait un plan, comment on déroule une introduction, comment on construit une conclusion et enfin, comment on mobilise des références littéraires. Donc ça, c'est à apprendre. Et enfin, la deuxième partie, donc ça, c'est le volet cours, connaissances qu'il va falloir que vous maîtrisiez. Et ensuite, et ça, c'est hyper important au CRPE, que vous preniez une prépa ou non, comment on s'entraîne. Ça sert à rien de vous dire je vais réviser la grammaire. L'objectif, c'est de réviser la grammaire pour le concours. Et donc, il va falloir vous entraîner sur des sujets type concours à plusieurs reprises. Et donc, nous, c'est 4 concours blancs pour les élèves de la préparation anticipée en français. Donc, c'est 4 épreuves blanches écrites qui vont être vidéo-corrigées ensuite par un professeur de français, expert de son épreuve, qui va vous permettre d'avoir des retours sur votre copie. Et ça, tout au long de la formation. Donc là, j'ai fini pour le français. On va parler des mathématiques. De toute façon, je vais parcourir chaque épreuve, hein, bien sûr. Alors, l'épreuve de maths, elle dure 3 heures aussi, comme je vous l'ai dit. Là, il y a au moins 3 exercices indépendants. Je crois qu'il y en a eu 5 ou 6 dans les sujets zéro. Alors, je précise, on est dans une année de réforme. Donc, aujourd'hui, on n'a que quelques sujets zéro. Et donc, vous passez l'année prochaine. Donc, vous aurez en plus le recul d'avoir des annales du CRPE 2022, ce qui est très précieux pour voir un peu où ça en est. Donc, c'est le programme du cycle CAC, donc 3e qu'il faut maîtriser en maths. Et on va un peu plus loin sur les nombres et calculs où on a besoin du niveau seconde générale. Donc, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, il y a les sujets 0 et les parties 1 et 2 de l'ancien CRPE. Et donc, les maths, pareil. Encore même question. Si vous savez que vous avez du mal, pour vous, la médiatrice, la bissectrice, ou les fractions, les équations, tout ça, ça vous va pas, eh bien, il va falloir vous remettre dedans progressivement. Donc là, on reprend les bases. On y reprend tranquillement les maths. En plus, ça fait loin pour beaucoup d'entre nous, peut-être encore plus. Ça fait encore moins sens parce que voilà, on rédige, on parle un peu dans la vie de tous les jours. Tracer un triangle équilatéral, est-ce que c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui? Peut-être plus. Et donc, il faut réapprendre ça. Et ensuite, s'entraîner au maximum. Il n'y a pas photo. Les maths, c'est de l'entraînement, c'est comprendre, c'est se tromper. C'est tromper. Plus vous vous tromperez pendant votre préparation, mieux vous réussirez au concours. Je dis tout le temps aux élèves que avoir un 2 ou avoir un 0 sur le premier exercice qu'on fait, c'est une super nouvelle. Pourquoi? Eh bien, ça vous montre exactement toute la marge de progression que vous avez et tous les points que vous allez gagner en travaillant. Eh bien, c'est pareil, voilà, pour chaque entraînement, chaque erreur que vous faites, c'est une réussite parce que c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer. Donc, chez nous, c'est un peu construit un peu différemment parce que là, les modules de remise à niveau, c'est vraiment les bases des bases qu'on va revoir et ensuite en live, on va approfondir pour arriver à ce niveau 3e, voire seconde sur nombre et calcul. Et pareil, de l'entraînement avec des sujets inédits, bien entendu, supplémentaires pour vous entraîner, conçus par nos professeurs. Alors, on fait volontairement des sujets assez complexes pour vous permettre vraiment d'être préparé à toute éventualité, puisqu'on remarque depuis plusieurs années que les sujets du concours officiel sont de plus en plus longs et ardus. Et donc, on prépare vraiment nos élèves à pouvoir devenir des cracks. Ça, c'est pour les maths. Pour l'épreuve d'application. Alors, l'épreuve d'application, c'est la nouveauté de cette année. C'est une épreuve professionnelle à l'écrit. Et donc, l'objectif de cette épreuve, c'est d'apprécier. Donc ça, c'est ce qui sort des textes officiels. Hein. Très important de toujours se repérer sur les textes officiels. Du candidat à proposer une démarche d'apprentissage progressive et cohérente, tout en montrant une maîtrise disciplinaire en lien avec les contenus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous l'expliquer. Donc, ça se fait à partir d'un dossier. Donc là, vous avez des travaux issus de la recherche, des docs pédagogues. Voilà, vous avez un ensemble, un dossier avec une ou plusieurs questions. Vous avez le choix entre 3 sujets le jour J. Un sujet en sciences et techno, un sujet en histoire géo et EMC, enseignement moral et civique. Vous aurez 2 parmi les 3. Donc, vous aurez soit histoire géo, soit géo, EMC, enfin voilà, une combinaison. Et enfin, art, et pareil, 2 parmi art visuel, histoire des arts, éducation musicale. Donc, vous avez ces 3 domaines.
Vous pouvez, vous choisissez que le jour J. Ce n'est pas une inscription en amont. Vous ne inscrivez pas en septembre à l'un des 3 domaines. Vous choisirez donc le jour du concours. Et donc ensuite, vous allez en fait, l'objectif de l'épreuve, c'est que vous allez devoir concevoir et ou analyser une séquence et une séance d'enseignement à l'école primaire. Vous pouvez avoir quelques questions de connaissances. En regardant les sujets zéro, en gros, c'est 90% de didactique, 10% de connaissances. Donc la didactique, c'est comment on crée une séance, une séquence, comment on enseigne telle thématique à l'école. Là, vous allez me dire, mais j'en ai aucune idée, c'est normal, vous n'êtes pas encore professeur des écoles, et c'est ce que je vous disais, c'est là qu'il va falloir acquérir cette fameuse posture, et ne vous inquiétez pas, il y a une méthode, il y a des invariants, ça s'apprend, mais il va falloir effectivement acquérir. On ne construit pas n'importe comment une séance. Une séance à l'école, voilà, c'est pas vous vous levez un jour et vous dites, tiens, aujourd'hui on va étudier les fleurs, ça se passe pas comme ça, il y a des programmes, en fonction des programmes, on va enseigner telle thématique, et on va le faire sur une période de 5 séances, d'une séquence de 5 séances. Chaque séance va avoir ses propres objectifs. Voilà, tout ça, il va falloir que vous appreniez à le faire et ça vous permet de rentrer dans le métier. Et donc, là, il y a des connaissances disciplinaires à acquérir puisque vous allez devoir enseigner ces matières. Donc, voilà, vous n'allez pas pouvoir débarquer. Et vous allez me dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un domaine ou je prends les 3? Ça va dépendre de votre temps pour moi. Se restreindre à un domaine, ça, si vous n'avez pas le temps, c'est une choix stratégique d'optimisation de son temps. C'est bien, oui. Au moins, vous vous éparpillez pas, vous en choisissez un. Ok. Ça vous restreint votre choix. Le jour du concours, si votre sujet de votre domaine ne vous parle pas du tout, bah vous n'avez pas le choix, vous allez travailler que lui. Donc un deuxième choix stratégique, ça c'est si vous avez plus de temps, nous sommes en mars, vous avez peut-être le temps, c'est peut-être d'en travailler 2. Comme ça, vous vous laissez la latitude de choisir en fonction et d'approfondir. C'est un choix qui peut se faire en fonction de votre temps donc, et de votre expérience passée. Vous avez fait un master en biochimie, bah, vous allez peut-être prendre plutôt les sciences que les arts. A contrario, par contre, vous avez fait un master en biochimie et vous êtes passionné d'histoire des arts, vous avez en parallèle fait une licence en histoire des arts, bon bah là vous vous laisserez peut-être le choix. Mais il y a aussi cette appétence qu'il va falloir que vous travaillez, puisque bah voilà, il faut que vous ayez le goût aussi d'étudier ce domaine et puis il faut que vous capitalisiez sur vos points forts encore une fois. Là, je vous conseille, pour savoir qu'est-ce qu'on enseigne, de commencer à découvrir les programmes dès que possible. Nous, nos élèves, c'est un des premiers éléments qu'on leur donne, c'est qu'est-ce qu'il y a dans chaque domaine, dans les programmes, pour qu'ils puissent commencer à comprendre de quoi on parle en fait. C'est quoi les sciences et technologies à l'école primaire? On étudie quoi en sciences et techno entre la maternelle et le CM2? On étudie quoi en histoire entre c'est ça qu'il faut que vous compreniez et sur quoi vous allez passer. Alors, chez nous, comment ça se passe? Donc, il y a un tronc commun didactique qui sert aussi pour les épreuves orales. Parce qu'on va le voir, donc cette posture du PE, ce métier, bah, voilà, comment on fait une séance, comment on fait une séquence, quels sont les documents, comment on met en activité nos élèves, on évalue. Tout cela, c'est commun. Que vous travaillez en sciences, que vous travaillez en histoire géo ou en art, il y a des invariants qu'il faut maîtriser. Et ensuite, par domaine, il y a des spécificités, évidemment. Et donc, on va rentrer par domaine et traiter les sujets. Donc pareil, comme les autres épreuves, c'est 11% des points, c'est traité de façon égalitaire. On a 4 concours blancs avec des sujets inédits, des vidéos corrections. Je précise une chose, chez nous, comme le choix ne se fait que le jour du concours, on vous donne accès à les cours dans tous les domaines. Donc vous ne choisissez pas à l'inscription un domaine. Pourquoi? Parce que vous pouvez changer d'avis en cours de route, vous pouvez en préparer à 2, vous pouvez en préparer 3. Et en plus, je trouve que la réflexion, quand on travaille les sciences, parfois, il peut y avoir des choses dans un cours sur la construction d'une séance en art qui peut faire écho. Enfin, on va vous demander de vous soyez des professeurs polyvalents. Dans les faits, vous enseignerez les sciences, l'histoire, l'EMC, la géo. Donc, nous, on vous donne accès à tous les cours. Pour les concours blancs, à chaque fois, vous choisirez. Vous n'en rendrez qu'un domaine par concours blanc, mais vous pouvez très bien passer un science, un art, puis après vous concentrer sur science, je ne sais pas. C'est à vous de le faire. Ça, c'est pour les écrits. Donc là, j'ai passé pour les écrits et salut Maude ah, salut, il y a des anciens élèves qui passent, toujours très sympa. Alors ensuite, on va passer sur les oraux. On l'a dit, tout le monde l'avait trouvé. L'épreuve orale de leçon, c'est l'épreuve 44% des points. Donc, c'est l'épreuve la plus importante. Alors, c'est quoi cette épreuve? C'est une épreuve de 2 heures, de 3 heures, 2 heures de préparation. Donc ça, c'est, on a passé les écrits, on arrive à passer la barre des admissibilités, donc on passe à l'oral. Et donc là, il y a 2 heures de préparation, 1 heure
d'oral avec le jury, seul à seul. Enfin, eux, ils sont plusieurs, mais vous êtes tout seul de votre côté. Et donc là, l'idée, c'est que vous allez devoir concevoir et animer une séance d'enseignement en français, puis en mathématiques. Donc vous allez tirer en fait un sujet de leçon, un en maths, un en français, avec un dossier de plus, 4 documents. Alors je vous montre comment ça se passe. Mais en gros, donc 2 heures de préparation avec les 2 sujets. Là, on commence par le français systématiquement. Exposé 10 à 15 minutes, comment vous, en tant que professeur des écoles, vous aurez traité ce sujet. Puis, dans la limite des 30 minutes pour le français, l'entretien avec le jury. Et on fait la même chose pour les maths. Donc, c'est très séquencé, ça passe vite, il va falloir être efficace. Et vous allez devoir, donc, du coup, dans ces 2 heures, préparer cet exposé. Donc là, les sujets, c'est situé dans l'année scolaire de l'élève. Donc, on vous dit, en CE1, tel sujet, tel domaine. Vous présentez les composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon. Et vous pouvez avoir des questions disciplinaires. Mais c'est pas grave, puisque vous auriez bien révisé à fond, déjà en première partie de formation, le français et les maths. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que tout est lié, en fait. Au début, c'est pour ça que c'est important. Chez nous, on traite les oraux dès le début de l'année. Les fondamentaux de didactique, cette épreuve de leçon, dès maintenant, les élèves de la prépa anticipée, ils ont des cours là-dessus. Ils ont des bases de connaissances. Parce que c'est lié, ça permet de faire des ponts. Vous étudiez l'orthographe, mais il faut comprendre comment vous allez l'enseigner. Et c'est en faisant ces ponts que vous allez être meilleur et mieux comprendre. Donc le dossier, il y a 4 documents de nature variée, donc des supports, des extraits de programmes, des traces écrites, voilà, qui vont alimenter votre réflexion et votre exposé. Et donc, après, vous faites l'exposé. Donc, je vous ai dit, les compétences disciplinaires, de toute façon, vous allez les revoir dans la première partie. Et il va falloir connaître les programmes. Alors souvent, ils seront donnés, il ne faut pas les connaître par cœur, mais bien maîtriser. Et dès maintenant, il faut s'attaquer, pour moi, à cette épreuve et à commencer à comprendre c'est quoi l'enseignement des maths et du français à l'école. Donc chez nous, les élèves, en ce moment, ils commencent à avoir les fondamentaux de didactique. Donc 10 modules en maths, 10 modules en français, où là, on fait le tour de... On a vraiment mis le paquet sur cette épreuve comme c'est la plus importante. Donc là, on fait le tour des connaissances à savoir sur l'enseignement de chaque domaine dans tous les cycles. Vraiment, on est très exhaustif. Et ensuite, en live, ce que vous allez travailler avec les professeurs, c'est comment on conçoit et on anime des séances. En gros, l'objectif de l'épreuve, concevoir et ou animer. Donc là, c'est la base de connaissances qu'il faut mobiliser pour concevoir et ou animer. Et donc, comme à l'écrit, on s'entraîne à l'oral. Là, on s'entraîne les simulations d'oral individuel, une qui a lieu avant les écrits. Là, c'est en ce moment, ça se finit là, pour les élèves qui passent en 2022. Il y en a presque tous nos élèves sont passés sur leurs oraux. Et une après les écrits. Et bien sûr, en cours, on va faire des sujets types et des cours sur les programmes plus larges. Ça, c'est pour l'épreuve de leçon. Est-ce que c'est très clair pour vous? J'ai l'impression que oui, pas de questions particulières. On va passer à l'épreuve d'entretien. Donc l'épreuve d'entretien, c'est la deuxième épreuve, donc qui compte quand même pour 22% des points, donc 2 fois plus que chacune des épreuves écrites. Et là, c'est une épreuve de 30 minutes, 1h05, très précis, avec 30 minutes de préparation. Il y a 2 parties, l'EPS, la projection dans le métier. Donc le candidat, vous devez élaborer une proposition de situation d'apprentissage. En EPS, c'est le nom de la séance, donc ça fait écho. On fait une séance en épreuve de leçon, on fait une séance pour l'épreuve d'application, mais on en fait aussi en EPS. Et ensuite, la motivation, la capacité à vous projeter dans le métier. Alors, encore une fois, petit schéma pour bien qu'on voit tout ça. 30 minutes de préparation sur le sujet d'EPS. Il n'y a qu'en EPS qu'on a un sujet. On passe à un EPS, bam, 15 minutes d'exposé maximum, le temps restant dans l'entretien, dans les 30 minutes. Et puis après, là, c'est très séquencé aussi. Présentation de 5 minutes, où on se présente au jury nos motivations, pourquoi on est là en fait aujourd'hui, pourquoi vous êtes là, comme un entretien quoi. Échange sur la motivation avec le jury pendant 10 minutes, puis 2 mises en situation où vous répondez un peu sur le vif. Pas de préparation. Alors, on va parler de l'EPS. Parce que beaucoup de candidats sont tous les ans surpris de savoir qu'il y a de l'EPS dans ce concours et de l'EPS théorique. Et oui, puisque dans pas mal d'académies, c'est le professeur des écoles qui fait les cours d'EPS. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, vous allez le voir, nous, on le découvre tous les ans, il y a des gens qui sont passionnés d'EPS, parce que c'est une autre façon aussi d'appréhender la didactique. Donc, la didactique, c'est comment on apprend comment on apprend une telle matière, la didactique du français, comment on enseigne le français, didactique des maths. Et la didactique de l'EPS, ça permet d'appréhender, de jeter une lumière sur aussi la didactique des autres épreuves. Donc voilà, ça c'est pour l'intérêt pédagogique de ça. Donc, vous allez avoir un sujet avec un contexte d'enseignement, un objectif d'acquisition. Vous avez des élèves de CM2 qui ont du mal à coopérer, vous souhaitez mettre en place
une séance, enfin, oui, alors il n'y a pas eu encore trop de sujets zéro, donc c'est plus compliqué de se projeter. Mais qu'est-ce que vous allez mettre en place comme situation d'apprentissage? Et après, à vous de construire un exposé là-dessus. Il n'y a pas de texte, hein, il n'y a pas de texte, donc il y a des connaissances quand même à maîtriser de base sur comment construire une séance en EPS et sur le développement des connaissances scientifiques en matière de développement psychologie de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous situe votre sujet en maternelle, vous n'allez pas faire une situation où vous allez faire courir vos élèves pendant 2 heures. Ça ne marche pas. Ou que vous voulez faire une chorégraphie très précise où vous avez 30 minutes de brief. Les élèves de maternelle, non. Puisque votre connaissance en matière de développement et de psychologie de l'enfant doit vous permettre de savoir que des élèves de maternelle ne peuvent pas avoir ce type de situation. Et donc, c'est ça que ça va demander. Donc, il y a une certaine maîtrise des sujets et un certain nombre de connaissances. Donc, c'est une épreuve qu'on a tendance à délaisser parce qu'on se dit, bah là, il y a tout. Vous avez vu tout ce que je viens de vous présenter. Et donc, en commençant tôt, on en profite pour ne pas la laisser de côté, justement. Et ça va vous permettre aussi, encore une fois, de faire des ponts. Mieux connaître le développement de l'enfant. Nous, il y a un cours complet sur le développement de l'enfant, par exemple, et le fonctionnement du corps. Ça peut vous aider à vous éclairer sur la didactique et comment on enseigne à tel niveau. Hein, parce que tout est lié, encore une fois, c'est votre polyvalence qui est mise à l'épreuve. Et la méthode de la construction d'une séance et d'une séquence en EPS aussi vous sert, va être à étudier. Donc encore une fois, il y aura des invariants qui sont communs à tout le monde et il y aura en plus des spécificités. Alors chez nous, du coup, je vous ai dit qu'on va traiter tous les champs d'apprentissage. Il y a des APSA supports. Donc dans l'EPS, c'est contextualisé en fonction d'APSA, des activités physiques, sportives ou artistiques. Il y a un certain nombre d'APSA dans l'éducation nationale. Donc vos élèves, vous le savez, si vous avez vu vos enfants à l'école, ils vont faire différents sports, différentes activités physiques, sportives ou artistiques. Et en fait, elles sont choisies au niveau du rectorat. Et donc, pour cette première session, le ministère a publié une note de cadrage où il encourage les académies à centrer leur sujet sur 4 APSA qui sont les majoritaires. L'APSA danse, activité athlétique, jeux et sports collectifs et natation. Mais ça, on aura le temps d'y revenir. Là, je vous embrouille pas trop, mais c'est un vocabulaire que vous allez devoir un peu comprendre. Et donc nous, on les traite les principales. Le développement de l'enfant, bien entendu, va être traité à la fois en EPS, mais aussi à un niveau plus global dans ce fameux tronc commun didactique. Et l'EPS à l'école, c'est quoi? Aspect réglementaire. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a tout un aspect sécurité et réglementation qui est important aussi ici. Donc pareil, hein, comme on est traité à la même enseigne, des simulations orales individuelles et chaque cours, il y aura des sujets types avec des questions. La deuxième partie qui s'appelle projection dans le métier. Donc là, vous allez devoir remplir une fiche de candidature. Ne vous stressez pas, cette fiche de candidature, elle est très succincte. Elle résume en gros 3 expériences professionnelles, 3 expériences de diplôme. Elle n'est pas notée. Ça sert au jury à avoir un peu comme support pour l'entretien. Et donc là, vous allez devoir vous présenter pendant 5 minutes. La présentation, il va falloir la régler. Hein. Nous, on a Gilles, inspecteur à l'éducation nationale, qui aide nos élèves à la préparer. Et, vous présentez votre parcours, vos expériences et pourquoi vous serez un bon professeur des écoles et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et ensuite, 10 minutes d'entretien. La seconde partie, vous allez avoir 2 mises en situation, l'une d'enseignement, l'autre avec la vie scolaire. Vous êtes en classe, un élève part en contrôle, que faites-vous? Et là, à vous de répondre en ayant, vous prenez un temps de réflexion, vous analysez, vous répondez au jury. Là, vous allez devoir montrer votre attitude à vous projeter dans la posture du professeur des écoles. Et il y a tout un onglet sur le texte officiel du concours qui montre l'importance des valeurs de la République. Voilà, donc je rappelle, hein, on est dans un concours de la fonction publique, votre employeur va devenir l'État, que vous soyez dans le public ou dans le privé. Et donc, ces questions-là, les valeurs de la République, vos droits et devoirs du fonctionnaire, tout cela, ça va être des éléments à acquérir si vous ne faites pas partie de la fonction publique, puisque vous voulez postuler chez eux. Hein. Donc, vous postulez pour être employé par l'État. Donc, il va bien falloir que vous connaissiez un peu les us et coutumes de ce milieu qui est particulier et que vous montriez que vous êtes prêt à les acquérir et à vous les approprier. Donc là, la motivation de discours. Donc comment on travaille? Vous allez me dire, mais moi, j'ai rien à voir avec le milieu de l'éducation nationale. Comment je peux montrer, moi, que ils ont raison de me prendre? Je suis sûre que chacun d'entre vous, vous avez
des compétences que vous avez acquis dans votre vie professionnelle qui vous aident pour être professeur des écoles. Alors, la fiche du poste de professeur des écoles, hein, comme un entretien, on a tous passé des entretiens ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on passe un entretien? On étudie la fiche de poste, on regarde dans le profil recherché les compétences et on se dit, est-ce que je les maîtrise ou pas? Et pendant l'entretien, ou la lettre de motivation, et pendant l'entretien, on va axer en disant, bah, tout à fait, là, vous demandez un esprit d'équipe. Moi, justement, au cours de mon expérience, je ne sais pas, en restauration, on était une équipe de 3 personnes, on travaillait au fil de l'eau, enfin, on travaillait tous ensemble de façon hyper productive, ça m'a beaucoup appris là-dessus. Et donc, je pense vraiment que cette compétence, je l'ai. Et donc, la fiche de poste du professeur des écoles, elle existe, elle est publiée, ça s'appelle le référentiel des compétences. Je vous invite à aller le consulter, même pour vous là, qui en êtes qu'à vos balbutiements après à la fin de ce live, à le regarder un peu, parce que c'est ce qui est attendu de vous, en fait. Ce référentiel des compétences, c'est les compétences qui sont attendues. Alors, elles sont attendues sans être toutes totalement maîtrisées. Hein, je rappelle qu'après votre recrutement, vous allez être un an stagiaire en formation. Donc, l'idée, c'est pas de tout masteriser, mais ça vous donne un peu une idée de vers quoi il faut tendre, quoi. Et donc, en fonction de ça, on va travailler sa présentation et votre motivation. Donc, par exemple, dire que vous êtes professeur des écoles parce qu'il y a beaucoup de vacances de l'année, ça non, ça ne marche pas, puisqu'on est là pour plutôt axer votre motivation à prendre ce poste. Et donc, vous allez devoir travailler les grands classiques de ce qu'on appelait avant la CSE, la connaissance du système éducatif. C'est quoi les valeurs de la République? C'est quoi la laïcité? C'est quoi les droits et les devoirs du fonctionnaire que vous allez avoir voilà. Est-ce que vous êtes vraiment conscient de l'environnement dans lequel vous allez être? Et donc ça, c'est à travailler. Donc chez nous, il y a des cours pour préparer l'oral de motivation avec un inspecteur qui a eu l'habitude de faire passer ce type d'entretien, même si c'est une nouvelle épreuve, vraiment parce que vous avez vu, il y a la candidature BE, enfin les entretiens, il connaît ça. Des cours en direct sur tous les grands thèmes du système éducatif pour essayer de vous donner tout le bagage des connaissances qui vont vous permettre de traiter les deux mises en situation et toujours entraînement, simulation orale individuelle, simulation orale commentée, j'ai oublié de le dire, pardon. Dans chaque épreuve orale, en plus de vos simulations perso avec des membres du jury, chez nous, on fait des simulations collectives où il y a un élève qui se prête au jeu et qui se fait ensuite disséquer par le jury et les élèves peuvent poser leurs questions. Après les épreuves, là, il est 20h05, je vais essayer de finir pour 20h30. Je sais que vous avez tous une vie extrêmement chargée. Restez encore un peu avec moi, j'ai presque fini. Alors, après, on va parler un peu de méthodo, mais j'irai assez vite. Donc, cette année, nouveauté, il y a une épreuve facultative de LVE, donc langue vivante étrangère. Donc, cette épreuve, elle est là donc au choix. Vous décidez ou non de vous inscrire. Elle dure 1 heure, 30 minutes de préparation, 30 minutes de passage. Vous choisissez anglais, espagnol, italien ou allemand. Et c'est une épreuve facultative, donc seuls les points au-dessus de la moyenne comptent. Donc, c'est une épreuve avantageuse pour ceux qui la passent quand ils sont au-dessus de la moyenne. Ça vous donne quelques points supplémentaires, du coup pas plus de 10. L'objectif, c'est que vous allez avoir un document didactique et que vous allez devoir présenter comment vous incluriez ce document dans une séance ou une séquence. Et donc, il va falloir parler la langue. Hein, vous ne prenez pas, il y a un niveau B2 qui est exigé, donc il ne le vérifie pas, mais votre interlocuteur, en gros, doit pouvoir s'exprimer avec vous. Il y a une partie de l'entretien, vous voyez, 10 minutes dans la langue. Donc, vous allez devoir vous présenter vous-même et présenter le document pendant 10 minutes dans la langue, présenter en français comment vous utiliseriez ce document dans une séance ou une séquence, et enfin, échanger avec le jury sur votre exposé dans la langue choisie. Donc, je vous ai dit, le document, ça peut être pas mal d'éléments différents. Et donc, un niveau B2 minimum. Vous avez le droit au dictionnaire monolingue, mais l'idée, c'est que vous puissiez parler avec votre jury, donc pas de chercher chaque mot du sujet dans le dictionnaire, mais vous aurez droit. Pour commencer maintenant, déjà, essayez de vous partez ou pas sur l'option. Bon, vous avez un peu de temps, certes, vous ne vous décidez qu'en septembre de savoir si vous vous inscrivez ou pas. Donc, c'est une question qui peut prendre un peu plus de temps, mais encore une fois, c'est des choses qu'on enlève de sa tête. Est-ce que je l'apprends ou pas? Pour moi, si vous parlez extrêmement mal l'une des langues, ne vous prenez pas la tête, ça va vous mettre plus de stress que ça. N'y allez pas. Si vous avez un niveau correct, allez-y. Profitez de ce temps pour peut-être travailler un peu la langue, là, le temps que vous avez devant vous. Et pour moi, c'est un travail qu'on met quand même en deuxième partie de préparation, donc ça ne sera pas avant la rentrée que vous vous lancerez dans l'épreuve de LVE. Vous avez vu, il y a beaucoup de pain sur la planche. Je précise qu'une fois que vous êtes inscrit, vous avez l'obligation de la passer. Il y a un petit flou là-dessus dans l'arrêté du CRPE. Ce qui est dit, c'est que... Ah oui, j'ai oublié de dire que
Pour les épreuves écrites, il y avait une note inférieure à 5 qui est éliminatoire. Pour les épreuves orales, c'est à 0. Et pour l'épreuve facultative, il n'y a pas de note éliminatoire. Ça, c'est une première info. Par contre, est précisé dans l'arrêté du concours que la non-présentation à une épreuve entraîne l'élimination. Et du coup, c'est assez flou là-dessus. Moi, ce que je vous dirais, c'est, on va le voir avec cette année, mais quand même, nous, on conseille à nos élèves d'y aller du coup. Et au pire, même si vous avez une note, si vous avez une note pourrie, disons-le, ça ne comptera pas dans votre moyenne, donc c'est pas très grave. Mais voilà, il va juste falloir vous déplacer et la faire, même si en cours d'année, vous changez d'avis. Important. Et donc, chez nous, c'est une épreuve facultative, donc qui s'ajoute à la préparation, où on va faire des cours de didactique des langues. On ne va pas faire des cours de maths, des cours d'anglais, des cours d'allemand. On va faire des cours de comment on enseigne ces langues à l'école, parce que c'est ce qui est demandé. Et pareil, 2 simulations orales individuelles à distance. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour cette dernière partie. Mais il va falloir maintenant que vous vous posiez des questions en fonction de votre profil. J'ai commencé à disséminer des indices au fur et à mesure de ma présentation. Mais on le voit, c'est pas la même candidature. Si vous avez déjà passé le concours, si vous l'avez pas passé. Vous connaissez un peu ou pas le milieu. Si vous passez une académie, si vous passez dans Montpellier, ça va être plus difficile que vous passez dans Créteil. Est-ce que vous avez fait des études supérieures? Est-ce que vous êtes un crack? Vous sortez d'une licence de lettres? Bon, bah, vous n'avez peut-être pas besoin de la même intensité dans la remise à niveau que votre camarade qui n'en a pas fait depuis le bac. A contrario, pour les maths, vous avez déjà une expérience dans le secteur de l'éducation nationale. Ça, c'est bien. Ça peut vous apporter une connaissance sur certains domaines. Attention, ça peut être aussi un défaut parce que du coup, vous avez une expérience personnelle qui n'est pas forcément le reflet de ce qui devrait être la norme et de ce qu'on attend de vous. Donc, il va falloir aussi un peu diagnostiquer votre profil pour essayer de comprendre ce sur quoi vous allez devoir vous mettre l'accent. Est-ce que vous avez un bon niveau d'orthographe? Il va falloir, là, vous poser la question et être très honnête avec vous-même. Si vous n'arrivez pas à l'être, demandez à vos proches, si vous avez des proches honnêtes, est-ce que vous avez un bon niveau ou pas? Et à partir de maintenant, moi, je vous le dis, demandez à tous vos amis, votre famille, de vous corriger dès que vous faites la moindre faute, ça va vous aider. C'est un petit exemple, mais voilà. Il faut que vous identifiez ce que vous allez devoir mettre en place pour le concours. Pareil, est-ce que vous avez déjà passé des entretiens d'embauche? Est-ce que vous êtes bon en entretien? Est-ce que vous êtes nul en entretien? Ça peut arriver. Moi, par exemple, je n'étais pas du tout forte. Est-ce que vous allez devoir, du coup, prendre ça en compte en tant que, là, je vais devoir mettre un accent dans ma préparation. Donc, le programme de révision, je vous ai dit, par quoi commencer? Bon, on a vu, il y a un programme vaste, on ne peut pas tout faire à la fois. Pour moi, la base, c'est maths et français, priorité, parce que c'est la base de tout. C'est la base de l'épreuve de leçon, on avait vu, il y a des connaissances disciplinaires, et voilà, il faut s'en débarrasser le plus vite possible pour attaquer le reste. Donc, on remise à niveau. Épreuve d'application. Choisir votre domaine, si vous en choisissez qu'un ou 2 parmi les 3. Faire les 3, honnêtement, je trouve que c'est une perte de temps là pour le coup. Donc, choisir 2 parmi les 3, mais vous posez la question. Didactique français et maths. Ça vient en 3e catégorie. Commencez à appréhender les connaissances. Enfin, pour moi, c'est avec l'épreuve d'application, mais on a vu, il y a beaucoup de choses qui vont être importantes. Et donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, pour les maîtriser, plus on s'y prend tôt. Et l'entretien, une suggestion pour vous, qui vous le passez cette année, outre vous inscrire peut-être à la session supplémentaire de Créteil et Versailles, où il y a certaines académies où vous pouvez délocaliser et passer dans des centres de vos académies. Donc, c'est assez intéressant pour vous. Il n'y aura aucun engagement de votre part. Donc, moi, je vous conseille, ça, c'est pour les écrits. Pour les oraux, certaines académies acceptent les publics. Et donc là, je vous encourage très fortement à vous renseigner dès maintenant dans votre académie pour voir si vous ne pouvez pas aller voir des oraux. Avoir vu une première fois comment ça se passe, ça vous apportera tellement pour le concours. Nous, il y a des élèves, par exemple, voilà, on fait des simulations tous ensemble en live, qu'on décortique, donc ça donne un premier aperçu chez nous. Mais voir comment ça se passe réellement le jour de l'examen, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup vous apporter. Donc, comme ça commence, ça aura lieu du coup en mai, donc je vous conseille de vous renseigner. Alors, ensuite, donc dans le temps, comment on s'organise à ce stade de l'année? Donc, je vous ai dit, là, on est le 1er mars. Pour moi, la première décision, je vois qu'il y a des gens qui étaient indécis. Si vous avez déjà décidé, tant mieux. Parfait, on s'y tient. Pour les autres, prenez cette décision vite. Il ne faut pas que ça vous plane comme ça au-dessus de la tête pendant longtemps et que vous commenciez à travailler vite fait, puis pas assez. Pour moi, ou vous y allez à fond, ou vous y allez pas. Donc, prenez cette décision et là, prenez ce temps. Voilà, j'espère que je vous ai déjà éclairé sur un bon nombre de choses, mais renseignez-vous. Et prenez la décision, là, dites-vous, je sais pas, donnez-vous une deadline. Allez, en mars, je décide, je passe le concours ou je le passe pas. Ensuite, comment je vais le préparer?
effectivement, c'est une question qu'il faut vous poser. Pourquoi? Parce qu'en fonction, vous n'aurez pas la même méthode et donc posez-vous cette question assez tôt. Si vous commencez tout seul, vous balayez un nombre de sujets, puis que vous revenez après avec quelqu'un qui vous accompagne, par exemple, avec un organisme dans une autre méthode, ça va vous faire perdre du temps. Donc pareil, pour moi, quand on a décidé d'y aller, j'y vais comment? J'y vais accompagnée, j'y vais seule. Si j'y vais seule, par quelle méthode? Je me renseigne sur quel site, je me constitue un groupe. Enfin, c'est des éléments, des questions qu'il faut que vous vous posiez tôt parce que ça va vous permettre de gagner du temps. Enfin, l'important, c'est le jour J. Qu'est-ce que ça veut dire de ça? Ça veut dire que vous allez vous rétamer tout au long de l'année. Là, vous allez commencer, vous allez ouvrir la première, je sais plus, c'était Sabine qui détestait les COD, tu vas ouvrir ta première remise à niveau de grammaire. Enfin, tu vas reprendre la première fois ça, tu vas te dire, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Je n'y arriverai jamais, je ne comprends plus rien. Et peut-être que dans 6 mois, tu vas adorer analyser toutes les phrases que tu lis sur n'importe quel magazine. Je ne sais pas, mais en gros, voilà, il faut avoir bien conscience que ça va être un chemin long. Et donc, l'exécution, ça va être, tout doit tendre vers une exécution la plus parfaite possible. Et pour ça, on va se rater tout au long de l'année et ne pas oublier que l'important, c'est le jour J, de se mettre en condition pour le jour J. Donc, quand on est préparationnaire d'un concours, on a 3 rythmes, la planification annuelle, j'ai commencé à vous le dire, là, en ce moment, par exemple, maths, français, et à la fois en didactique et en disciplinaire, puis après les oraux, la LVE en deuxième partie. C'est ce genre de choses sur lesquelles vous vous projetez. Quand on commence au début, on flippe un peu parce qu'on se dit « mais je n'arriverai pas à connaître tout ça ». Encore une fois, n'oublions pas que tout doit être su pour le concours, pour avril 2023. Donc vous allez avancer, vous allez découvrir des choses, il y a plein d'éléments qui vont vous manquer. Parce qu'on l'a vu, tout est lié. Donc oui, au début, vous n'allez pas être capable, la première fois que vous allez travailler sur l'épreuve d'application, il va vous manquer des éléments, mais c'est normal, c'est en travaillant et au fur et à mesure qu'on va faire les connexions et les liens. Une planification hebdomadaire, pour moi, c'est le bon rythme du préparationnaire, surtout quand on est, comme vous, pas mal de personnes en reconversion pro ou avec une vie familiale à côté, ça change tout le temps. Donc voilà, vous posez tous les dimanches, tous les lundis, selon votre rythme, pour vous dire je fais quoi la semaine prochaine, comment je m'organise. Pour moi, c'est le bon rythme. Et enfin, au quotidien, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc la semaine, c'est le temps du candidat. Donc là, vous allez devenir bientôt des candidats, j'espère, après des indécis. Pour ceux qui sont indécis, vous allez devenir des candidats. Et donc là, il va falloir qu'on organise votre préparation en fonction de vos contraintes. Vous avez chacun des contraintes récurrentes et certaines ne bougeront pas. Si vous avez une garde alternée, vos semaines avec et sans enfants ne seront pas les mêmes, c'est évident. Donc il y aura des semaines avec, des semaines sans, et bien votre rythme de travail ne sera pas le même. Vous avez tennis le jeudi, c'est votre passion, eh bien vous avez tennis le jeudi soir, on s'en fiche, on ne prévoit pas de séance de travail le jeudi soir. Il faut que vous identifiez vos contraintes pour que votre préparation s'installe à côté. Il ne faut pas que vous sacrifiez tout pour votre préparation, ça ne sera pas soutenable. Ensuite, on réserve des plages de travail. Pas plus de 2 heures par séance sans pause, c'est impossible sinon de tenir autant. Et pareil, on alterne les matières. Pourquoi on alterne les matières? Pour ne pas se dégoûter et pour permettre de mieux mémoriser. Et surtout, voilà, on travaille régulièrement. Il vaut mieux travailler 30 minutes tous les jours que 4 heures que 6 heures une fois toutes les 2 semaines, honnêtement. C'est la meilleure façon d'apprendre et de mémoriser. On s'autorise des distractions, on continue de garder un hobby, quelque chose qui va vous faire tenir parce que, je vous l'ai dit, le mental, c'est ultra important pour le CRPE. Le nombre d'élèves qui, franchement, jusqu'à l'heure avant le concours, nous appellent à 2 vous craquer, j'irai pas, en fait, je fais pas, c'est plus pour moi, je l'ai plus, j'y arrive plus. C'est normal. C'est un concours super difficile et déjà, chaque année, je vois un courage tel d'aller au bout, mais ça va vous demander du courage et donc, il faut que vous vous ménagez. Et donc, pour se ménager, voilà, le mental, on fait du sport, on fait des pauses, on regarde des séries pourries pour se détendre, ce n'est pas grave. L'important, c'est de travailler de façon régulière à côté. Donc, comment on planifie de façon quotidienne? Donc, des séances de travail vous allez être les cracks de la séance de toute façon à la fin de votre année, avec une matière, un objectif. Qu'est-ce que je fais dans mes 2 heures? Parce que réviser le CED, c'est pas un objectif. Par contre, visionner le premier live sur la méthodologie de l'analyse, oui, ça c'est un objectif que je peux faire. Combien de temps je me donne? Allez, je me donne 3 heures. Faire les entraînements en temps réel, ça c'est un objectif. Bon, vous voyez, c'est ça la différence. Donc, se donner des objectifs précis. Faire 5 exercices sur le COD, objectif de séance. Ça va me prendre, allez, 1 heure. Hop, petit objectif. Donc, c'est voilà, de façon quotidienne qu'il faut regarder ça. Donc, ça, c'est des petits conseils comme ça que vous allez mettre en application au fur et à mesure. Donc, l'oral, je vous l'ai dit, la mission, bon, vous allez me dire, mais elle radote, elle nous saoule avec son oral, mais vous allez le voir très facilement.
on est pris par les écrits. Donc j'espère que tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous qui vous êtes franchement de vous y prendre autant en avance, c'est une bénédiction pour vous, donc ne laissez pas passer cette chance. Et donc effectivement, n'oubliez pas les épreuves orales. Et donc, au-delà des connaissances qu'on a détaillées, il va y avoir un enjeu de qualité de communication. On passe un entretien et on passe pour un métier de l'oral. Être prof, c'est toute la journée devant une classe à enseigner, parler, être devant une assemblée. Et ça, il faut en avoir conscience. Et donc, il va falloir que vous développiez votre communication verbale, que vous sachiez vous exprimer bien, correctement, dans une bonne syntaxe, sans trop de tics de langage, et non verbal, votre regard, la posture, la voix. Donc ça, c'est un travail à faire. Et donc ça, comment on le fait? On répète, on fait des entretiens, on se filme, horrible. Moi, là, à chaque fois que je me regarde en sortant de live, c'est terrible, mais j'ai réussi, au fur et à mesure des années, à gommer des défauts. Je sais que je parlais extrêmement vite. Je peux vous dire qu'il y a 2 ans, je parlais encore plus vite, et là, c'était à la limite de l'incompréhension. Et c'est en me regardant que je me suis rendu compte de ça. Idem, j'avais des tics de langage que j'utilisais systématiquement. Il peut y avoir des tics aussi de cheveux, je sais qu'il y en a qui se touchent les cheveux, ce genre de choses. On peut passer totalement à côté et là, se visionner en train de faire des oraux, c'est une bonne façon de le faire, de le détecter. Et ça va vous aider. L'expérience. Donc, on l'a vu, vous avez tous des expériences qui vont vous aider, pour moi, j'en suis convaincue, dans le référentiel, dans votre présentation. Mais il y a d'autres expériences qui peuvent être valorisées dans le monde de l'éducation, bien entendu, qui vous apporteront en termes de connaissances. Là, je vais parler de ces expériences-là. La valorisation de votre expérience professionnelle passée, ça, c'est plutôt dans le cadre de la partie présentation de motivation. Là, je parle d'un niveau général du CRPE. Et ça, c'est à travailler. Voilà, il va falloir que vous ayez une fiche que vous ayez une présentation qui est bien une présentation dont vous êtes fier et qui vous correspond. Les expériences valorisées dans le milieu professionnel de l'éducation, il y a les stages. Donc ça, les stages, moi je vous dis, d'observation, de pratique accompagnée, c'est que si vous êtes dans une formation en rapport avec le milieu de l'éducation. Donc pour les personnes en reconversion pro, vous ne pourrez pas faire de stage de pratique. Et pour les stages d'observation, je vous encourage, chez nous, on a le droit à 2 stages par an. C'est des stages non rémunérés, vous n'êtes pas en responsabilité, c'est de la pure observation. Si vous avez du BAFA, BAFD, vous avez été AVS, tout ce genre d'éléments, ça va vous aider et il va falloir le glisser. Quelque chose que tous les jurys nous ont parlé, c'est attention au syndrome de la maman, on pourrait dire attention au syndrome du parent. C'est beaucoup d'entre vous, nous c'est 65% de nos élèves, les 2 tiers presque ont une vie de famille. Et donc on peut très vite avoir tendance à, pendant l'oral, dériver sur dans la classe de mon fils, moi j'ai vu, moi non. Alors ça, c'est rédhibitoire. Si vous faites ça, c'est une note terrible à l'oral. Pourquoi? Parce que ça prouve que vous n'êtes pas encore dans cette posture professionnelle qu'on réclame de vous. Et ça, vos professeurs auront le temps de vous le répéter ou au cours de vos préparations. Alors, pour être entourée, comme Marie Drion, qui se sent un peu seule, Marie. Donc Marie, effectivement, l'important c'est d'être entouré. Parfois, c'est pas facile quand on a ce projet un peu dans son coin, de sa famille, de ses amis qui comprennent pas forcément. C'est intéressant d'avoir des autres candidats et d'être entouré. Et donc ça, vous pouvez être entouré par des groupes de travail, il y en a pléthore sur Facebook. Nous, on a des groupes privés de nos élèves. Et là, je vais parler un peu de la préparation pour ceux que ça intéresse. J'en ai parlé un peu au fur et à mesure, mais là, je vais la décrire. Donc, notre préparation, actuellement, c'est une préparation qu'on appelle anticipée. Pourquoi? Parce que on commence dès maintenant à rentrer dans les remises à niveau et les fondamentaux didactiques. Donc, ils sont en train d'être diffusés. Pas de panique, vous me dites fin avril, j'ai que 2 mois pour les faire. Ces contenus sont, comme tous nos contenus, disponibles pendant l'intégralité de la préparation. C'est juste que à fin avril, vous aurez tout sur votre espace et donc vous allez pouvoir travailler tout cela et en commencer dès maintenant. On va commencer dès fin avril jusqu'au mois de juillet à découvrir c'est quoi la didactique des maths, c'est quoi le PS, c'est quoi les programmes. Et on va réaliser dès avant l'été, donc jusqu'au mois de septembre, vous allez avoir un premier concours blanc en maths, français et pour l'épreuve d'application, pour vous confronter une première fois à l'épreuve. Je vous l'ai dit, les entraînements, c'est la clé. Plus on s'entraîne, plus on réussit. C'est pour ça que les prépas anticipées, qu'il y a le plus d'entraînement de toutes nos préparations et celle qui a le plus haut taux de réussite. De septembre 2022 aux épreuves du CRPE, là on rentre dans un rythme plus soutenu, dans le dur. Alors, parce que de fin avril à juillet, c'est plutôt souple, on est à 2 à 3 cours par semaine. De septembre aux épreuves, là on est à 4
On est plutôt entre 4-5 cours, ça dépend si vous prenez l'option ou pas, par semaine. Et là, on va vraiment faire rentrer dans le vif du sujet pour toutes les épreuves et étaler tous les entraînements dont je vous ai parlé. Donc chez nous, je vais vous montrer un peu comment ça se passe en fait, parce que là c'est assez abstrait, je trouve. Alors, pour vous montrer, donc ça c'est votre espace de préparation. Donc comme je vous l'ai dit, nous on a du coup des cours en live qui sont programmés. Donc là par exemple ce soir, on a des cours sur toutes les épreuves. Donc là vous avez voilà, des cours de maths, des cours de coaching, des cours le tronc commun didactique dont je vous parlais, des cours de projection dans le métier. Donc un nombre de cours qui vous permet de parcourir tout le programme. Et ces cours sont bien sûr accessibles en replay. Donc, ils sont en live streamés dans nos locaux. Il y a un chat avec le professeur et après le live, eh bien, vous pouvez de toute façon poser vos questions qui sont transmises au professeur référent de la matière. Donc ça, c'est comment ça se passe. Donc après le live, vous pouvez y revenir quand vous voulez. Vous avez accès, bien entendu, au descriptif minutage de la vidéo qui vous permet, je ne sais pas, tiens, la juxtaposition, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, de revenir sur ce point précis de cours. Et à côté de chaque cours, vous avez des ressources complémentaires. Donc, ça peut être des exercices en grammaire. On va s'entraîner. On a toutes les annales corrigées depuis 2014 en grammaire qui sont pertinentes. Je précise qu'on est à jour de la nouvelle grammaire, d'ailleurs, parce qu'il y a une réforme de la grammaire l'année dernière. Le support de cours et tout ce qui peut vous être utile pour vous entraîner. Vous avez, et donc ça, vous allez pouvoir y revenir toute l'année. Et pour répondre à la question de Marie, qui dit qu'elle coule en français et n'arrive pas à reconnaître les éléments qu'Antoine nous apprend. C'est normal, Marie, tu es inscrite depuis pas très longtemps. Et donc, tu es dans la phase que je te disais. Là, tu as l'impression que c'est beaucoup. N'oublie pas que toi, Marie, tu es en avance sur énormément de candidats et que ta RAN de français, elle va t'aider toute l'année. Elle va t'aider jusqu'au concours. Et là, l'objectif pour moi, c'est pas d'avoir tout fini pour fin avril. La RAN de français, c'est d'avoir fini avant l'été et de commencer à maîtriser les connaissances et à s'y approprier. Donc, je vous l'ai dit, nous, au-delà des cours qu'on lit en live et qui font le tour du programme, on a des cours pour vous aider dans l'organisation. Donc, on a des cours de gestion du stress et des émotions qui sont un peu particuliers pour ceux qui sont soumis à un fort stress. On a un coach en gestion des émotions et hypnothérapeute qui vous accompagne. Il y a des cours avec un champion de mémorisation qui vous aide à apprendre un peu. Et tous les vendredis, on a un rendez-vous avec un membre de l'équipe qui répond à toutes vos questions et vous aide dans vos priorités d'organisation. Donc voilà, ça c'est la plateforme vidéo et là vous voyez, ça c'est un élève de cette année à l'approche du concours, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de cours vous voyez un peu l'étendue des cours qu'il y a. Et par exemple, ce dont je vous parlais, en didactique, on fait les fondamentaux, donc on parcourt chaque grand domaine d'enseignement du français pour tous les cycles et ensuite en cours, on va voir comment on conçoit et on anime une séance. Et à chaque fois, on a dans les prérequis le bon fondamental qu'il faut avoir lu. Donc, on lit les cours par la suite. Donc ça, c'est pour l'espace vidéo et comment se passe la préparation en vidéo. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est l'espace devoir, où là, vous avez vos concours blancs écrits dont je vous parlais, les devoirs à rendre, les devoirs déjà rendus. Donc là, on est sur une élève, Virginie, qui est très assidue puisqu'elle a presque tout rendu. Bravo Virginie. Et donc ici, voilà, elle aura accès à ses notes, à ses vidéos, corrections. Et donc, c'est une élève de la préparation anticipée. Et donc, comment donc, une vidéo correction, c'est une vidéo... Ah, pardon, là, il y a un petit souci, c'est parce que je suis connectée dans nos locaux. Mais Virginie, voilà, elle a accès à sa vidéo correction avec sa note, sa copie et un commentaire qui va parcourir tout en lui donnant des conseils d'un correcteur prof de français. Donc, voilà comment ça se passe avec le corrigé, le sujet. Donc ça, c'est les grandes lignes de la préparation. Sinon, je trouvais que ce n'était pas très parlant. Donc nous, qui est-ce qui vous corrige? Donc les profs, c'est tous des experts de leur matière. Donc en maths, c'est un prof de maths. En français, un prof de français. Certains agrégés. Par exemple, en maths et en français, on a des agrégés de maths et français. Pour les épreuves didactiques du premier degré, on a des experts de chaque épreuve. On a souvent des conseillers pédagogiques ou des inspecteurs de l'éducation nationale et pas des professeurs des écoles, puisque ce sont les personnes qui sont jurées au concours. On est une prépa au concours, donc on est là, on va vous mettre en face de vous des personnes qui connaissent parfaitement les attendus des épreuves. Pourquoi je dis ça que c'est important? Parce que, bien sûr, vous allez peut-être rencontrer au cours de votre formation des professeurs, des personnes qui n'ont jamais été jurées, mais qui sont dans l'enseignement et qui ont une certaine façon de voir les choses. Mais l'important, c'est qu'est-ce qui va être attendu par le jury? Quels sont les points qui font plaisir au jury? Quels sont les points rédhibitoires pour le jury? Ça, c'est des éléments
qu'une personne qui n'a pas été jury ne peut pas savoir. Et donc, c'est important d'avoir en face de soi des personnes qui ont cette connaissance. Cours de méthode de gestion du stress, un groupe Facebook réservé aux étudiants. Là, il y a 2 groupes, la cour de récré pour que les étudiants s'entraident. Marie, si ça fait longtemps que tu as été ajoutée dans le groupe, j'ai vu ton message et que tu n'as pas été encore accepté, peut-être qu'il y a un petit souci, n'hésite pas à nous envoyer un mail pour qu'une des membres de l'équipe Relations élèves puisse te ajouter dans le groupe. Et un groupe de travail où il y a en plus des profs, un prof pour chaque matière qui répond aux questions. Donc cette prépa, quel est le prix? Alors, sur la préparation anticipée, on est au tarif de 2 650 € pour toutes les épreuves sauf la LVE qui, elle, est supplémentaire. C'est une option supplémentaire. Donc, bah oui, c'est normal, on ne la fait pas payer à tout le monde parce que vous êtes à peu près 15% à la prendre. En ce moment, il y a une promo jusqu'au 6 mars, donc jusqu'à dimanche. Donc, 250 € de réduction sur la préparation anticipée. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'échelonner vos paiements jusqu'en avril 2023. Donc, ça fait je ne sais plus exactement. Tout est indiqué sur notre site, mais on est environ à 180 € par mois. Si vous avez du CPF, sachez que notre formation est éligible au compte personnel de formation, donc vous pouvez mobiliser votre CPF et nous sommes éligibles aussi à d'autres dispositifs de financement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous encourage à prendre un rendez-vous, mais Ina va sûrement vous remettre le lien avec un conseiller si vous êtes intéressé par ces dispositifs pour qu'on vous explique un peu mieux tout ça. Si vous avez des difficultés, une situation financière une situation financière un peu difficile et qui ne vous permet pas de payer cette formation, nous avons un programme Égalité des chances qui, sur condition de ressources et de revenus, vous permet d'obtenir des réductions qui peuvent aller jusqu'à 60% du prix de la formation. Voilà, c'est en fonction des revenus que c'est décidé et de la situation du foyer. Donc les rendez-vous, je vous ai dit, nous avons des conseillers qui sont disponibles si vous voulez faire un point sur votre projet, la préparation. Vous n'hésitez pas, vous prenez un rendez-vous. Ils seront un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et comme je vous l'ai dit, les inscriptions sont en cours. Là, il y a des réductions jusqu'à dimanche. Et voilà pour ce point sur nos préparations. Je vous encourage à suivre notre page Facebook. On organise des lives régulièrement, des lives de ce type où on donne des infos sur le CRPE, mais des lives plus pédagogiques. On fait une dictée, notamment, là, je vous en ai parlé, des problèmes d'orthographe dans quelques semaines, où ça va être sympa. Donc, n'hésitez pas à venir à la dictée, surveiller notre page, surveiller nos réseaux, voilà, pour être tenu au courant des dernières actualités. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que je n'ai pas été trop longue, que j'ai été claire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en téléchargeant la fiche du live si vous avez des améliorations à me suggérer. En tout cas, vous êtes là pour être sur un superbe projet, une magnifique reconversion. Je vous souhaite bonne chance à tous dans ce projet et j'espère certains en retrouver l'année prochaine tout au long de l'année. Bonne soirée à tous et à très bientôt.